On va passer maintenant donc à l'analyse de notre budget prévisionnel 2015. Voilà, c'est un acte important puisqu'il permet à la collectivité de fonctionner au cours de l'année 2015. On a déjà bien abordé la question à travers le débat d'orientation budgétaire au mois de novembre. Donc bien sûr, le budget primitif qui vous est présenté ici est en adéquation avec ce qui vous a été présenté au cours du débat d'orientation budgétaire, donc avec notamment bien sûr une gestion rigoureuse et une utilisation rationnelle des recettes de la ville. Donc pour avoir une vision globale de ce budget, sont inscrits en dépenses et en recettes en fonctionnement au total 57 376 000 euros en fonctionnement, donc il y a un investissement 11 300 000 euros pour un budget total de 68 millions d'euros, 68 676 000 euros. On va s'intéresser dans un premier temps au fonctionnement. Donc les dépenses réelles de fonctionnement, on rentrera dans le détail après, on va ici avoir sur ce graphique une vision générale. Donc vous voyez l'évolution entre 2014 et 2015, des charges courantes qui sont en baisse, des frais de personnel en hausse, les subventions, les frais financiers et divers. On peut dire que sur l'ensemble, les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 1,11%, soit 598 000 euros par rapport au BP 2014. On va s'intéresser dans un premier temps aux charges à caractère général, qui représentent à peu près 19% de nos charges de fonctionnement, qui regroupent donc l'ensemble des charges des services type combustible, carburant, énergie, c'est important, les locations, les contrats de maintenance et les prestations diverses. Donc ce chapitre est en baisse de 6,44%, donc c'est important, mais de façon un petit peu artificielle, dans la mesure où en 2015, il n'y aura pas des événements tels que la solitaire du Figaro et Presqu'île en fleurs. Néanmoins, 219 000 euros sont quand même réalisés, d'économies sont quand même réalisées sur l'ensemble des services municipaux, ce qui n'est pas négligeable, c'est un effort quand même non négligeable, compte tenu du fait qu'il y a quand même un certain nombre de postes qui augmentent de façon naturelle et automatique. Concernant les charges de personnel et assimilées, c'est évidemment un poste très, très important pour un montant de 34 786 000 euros, qui est divisé en frais de personnel extérieur, c'est-à-dire pour l'essentiel, on va le voir, le marché des activités socio-éducatives et bien sûr la masse salariale. Donc les frais de personnel extérieur augmentent de façon assez importante, 25%. C'est lié, bien sûr, à la comptabilisation en année pleine de la réforme des rythmes scolaires et de ses implications sur ce marché. Les charges concernant le personnel municipal donc, représentent 61,68% du budget de fonctionnement, donc c'est effectivement très important, et augmentent de 4,45% par rapport à 2014, soit 1 430 000 euros. Et ça nécessite bien sûr quelques explications. Donc cette croissance des charges de personnel a deux origines principales. D'une part, pour 2,12%, une augmentation qu'on pourrait qualifier de naturelle, avec les avancements d'échelons, de grades, la hausse du SMIC et la revalorisation des rémunérations des agents de catégorie C. Et puis une partie importante, 2,33%, par la prise en charge en rythme annuel des charges de personnel générées par les nouveaux rythmes scolaires. Voilà pour les charges de personnel. Pour ce qui concerne les autres charges de gestion courante, dans lesquelles nous avons notamment les subventions, qui représentent un poste qui représente 15,32% de notre budget de fonctionnement, et en diminution de 2,08%, en raison d'une part de la baisse de la subvention au CCAS pour un total de 157 000 euros, donc permise par des économies de fonctionnement, notamment dans les structures dépendantes du CCAS, une diminution de 25 000 euros de la subvention à l'SMC2, et également, ça vous fera plaisir peut-être, une diminution des crédits alloués aux indemnités des élus pour 16 884 euros. Voilà. Concernant les frais financiers, c'est un poste qui est
relativement peu important heureusement, qui représente 1,14% de notre budget de fonctionnement, et en valeur absolue 621 000 euros. C'est un poste en diminution de 5,91% en raison d'une baisse de l'encours de la dette et de taux historiquement bas. Donc pour préciser un petit peu, apporter quelques précisions sur la dette et sa gestion, donc on rappelle que les charges financières restent faibles, que pour l'exercice 2015, un investissement, pour financer les investissements, un recours modéré à l'emprunt sera nécessaire, que l'encours de la dette au 1er janvier 2015 est de 16 723 000 euros, alors qu'il était de 17 118 000 euros au 1er janvier 2014. Et le montant de la dette par habitant est de 427 euros au 1er janvier 2015, alors qu'il était pour les villes de même importance de 1 186 euros au 1er janvier 2013, dernier chiffre connu. La diapo suivante vous montre l'évolution de l'encours de la dette et de nos frais financiers depuis 1998. Donc vous voyez des évolutions pas très significatives, enfin pas nulles non plus, mais on est toujours resté sur des niveaux de dette faibles pour une collectivité de notre taille. Un petit focus sur les emprunts structurés, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure à l'occasion de la décision modificative. Et sur le classement de nos emprunts, on l'avait un petit peu abordé à l'occasion du compte administratif. Alors ces chiffres, c'est 1A, 1E, 6F, ça fait référence à une charte Gisler qui permet de classer les emprunts normalement en fonction de leur dangerosité. Donc on a 76% de nos emprunts qui sont en 1A, qui ne posent aucun problème. On a 24% d'emprunts dits structurés, donc un classé 1E et un 6F. Ces emprunts avaient été contractés en 2005. Ils n'ont jamais été activés, donc on a toujours payé le taux de base minimum. Et a priori, ils avaient quand même été choisis de façon assez prudente. Et les niveaux auxquels ils seraient susceptibles de s'activer sont très très loin d'être atteints. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, nous provisionnons chaque année les bénéfices que nous créent ces emprunts. Et on peut préciser qu'ils arriveront à échéance en 2020 et en 2021. Voilà. Ensuite, les charges exceptionnelles, 221 000 euros, qui diminuent fortement par rapport à 2014, parce qu'en 2014, on avait prévu une indemnité au gérant du Café du Théâtre qui finalement sera moins importante que prévu. Concernant les recettes de la section de fonctionnement, elles s'établissent au total à 57 296 000 euros. Vous allez voir ici leur évolution, on viendra en détail après. Donc les produits du domaine sont prévus stables en très légère augmentation. Les impôts et taxes en augmentation. Les dotations et subventions, on en a parlé au moment du débat d'orientation budgétaire en baisse, et les autres produits en baisse. Donc, sur l'ensemble, les recettes réelles de fonctionnement sont en diminution de 0,29% par rapport au BP 2014. Concernant les impôts et taxes, nous prévoyons une augmentation de 3,7%, soit 1 038 000 euros en 2015, provenant pour 517 000 euros de la revalorisation forfaitaire des bases de la taxe d'habitation et des taxes foncières, 300 000 euros de l'augmentation du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et 165 000 euros sur le nouveau fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales qui se révèle favorable à la ville. Et bien sûr, on peut rappeler que les taux sur la ville sont stables depuis 2003. Concernant les dotations et participations, donc pour une somme globale de 24 188 000 euros, elle diminue de façon significative, de 4,69% et 1 191 000 euros en valeur absolue. Certaines recettes augmentent, notamment la dotation de solidarité urbaine,
Nous bénéficions également en année pleine quand même du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires, mais des recettes importantes diminuent, la DGF, et puis, de façon plus conjoncturelle, les subventions que nous percevions pour l'organisation du Figaro et des subventions de la CAF pour le contrat enfance. Pour ce qui concerne le reste, c'est-à-dire les produits du domaine et divers, nous prévoyons un total de 4 000 euros en très légère diminution de façon un peu conjoncturelle liée à à une suppression de recettes exceptionnelles pour un montant de 50 000 euros. Donc des sommes qui étaient reversées, que nous percevions et qui étaient reversées aux particuliers pour la mise en conformité des installations sanitaires. Donc ça, c'est terminé. Alors pour faire un point, c'est important sur l'évolution de l'autofinancement complémentaire. Vous le voyez là. L'autofinancement complémentaire avait été fortement consolidé sur les années 2012 et 2013. Comme il a été indiqué sur l'année 2014, on a commencé à avoir un petit effet de ciseau qui se traduit beaucoup plus fortement sur l'année 2015. Donc notre autofinancement est en baisse importante sans être à des niveaux historiquement bas, parce qu'il a été plus bas ici sur les années 2009 à 2011. Donc bien sûr, c'est un indicateur d'alerte qui doit nous inciter à être extrêmement prudents sur notre fonctionnement. Concernant la section d'investissement, donc les dépenses réelles s'établissent à 11 220 000 euros, dont 8 174 000 euros d'acquisition et travaux répartis entre travaux proprement parler et subventions d'équipement, logiciels, études, matériel, mobilier. Alors, on peut signaler à ce niveau-là qu'on a également 1,4 million d'euros d'inscrits au budget annexe, notamment pour le port de Plaisance, puis 800 000 euros pour l'atelier relais dans les espaces d'activité économique. Et signaler que nous aurons probablement environ 9 millions d'euros de report de crédits déjà engagés précédemment vers l'année 2015. Alors, un petit focus sur la répartition de ces dépenses d'investissement par secteur d'intervention. Assez naturellement, je dirais, ce sont les secteurs qui nécessitent des investissements qui sont en tête. Donc, l'aménagement et l'embellissement de la ville compte pour 27,7% de nos dépenses. On parle bien seulement de l'investissement, là. 20,15% pour les sports et loisirs avec tous les équipements sportifs. 18,74% pour les bâtiments et la sécurité. Et je vous épargne la lecture de tous les autres chiffres, sauf peut-être la culture, parce qu'effectivement, il continue à y avoir des investissements importants pour 17,42%. Une petite présentation on l'a déjà un petit peu vu en débat d'orientation budgétaire, des principales opérations d'investissement qui sont prévues sur l'année 2015. D'une part, sur les équipements sportifs, 1 514 000 euros. Ensuite, sur le CASAR, qui devrait finalement voir le jour sous son nouvel aspect en 2015, 900 000 euros. 600 000 euros de prévu d'économie d'énergie sur le patrimoine. C'est un effort important, mais stratégique, dans le sens où l'objectif est d'agir sur nos dépenses de fonctionnement. 435 000 euros sur un centre de ressources enfance, 400 000 euros, là encore, d'économie d'énergie sur l'éclairage public, 360 000 euros sur les jardins faviers, 330 000 euros sur l'éclairage public, là c'est de l'entretien et de la maintenance, 300 000 euros sur les édifices cultuels. Alors après, c'est des chiffres de moins en moins importants. 256 000 euros pour le théâtre, 220 000 euros pour les travaux dans les écoles. Et puis je ne vais peut-être pas lister jusqu'à la fin, mais vous avez les chiffres ici, et vous avez encore plus de détails, bien sûr, dans les documents qui vous ont été fournis.
Concernant les recettes de la section d'investissement, elles s'élèvent au total, bien sûr, pour arriver à l'équilibre de 8 388 000 euros, avec 1 600 000 euros via le fonds de compensation de la TVA, 6 743 000 euros au budget primitif d'emprunt, 45 000 euros pour travaux de compte de tiers, ça c'est un petit peu anecdotique. Pour conclure cette présentation du budget primitif 2015, je voudrais juste dire que face effectivement à une diminution des recettes de fonctionnement qui doit continuer, la ville fait le choix d'adapter ses dépenses de fonctionnement tout en maintenant un haut niveau de service public. Et je pense qu'on peut notamment parler de tout ce qui est lié au rythme scolaire où on assume une augmentation importante du service public et nous avons fait le choix également de ne pas recourir une nouvelle fois au levier fiscal. Sur 2016, l'évolution prévue des dotations oblige à rester vigilant. On y travaille bien sûr et on sera certainement amené à y revenir. Je voulais juste ajouter pour terminer les remerciements, parce qu'il faut le faire de temps en temps, pour les services financiers qui travaillent, pour lesquels l'élaboration de ce budget est un travail considérable. Voilà, oui, juste quelques mots complémentaires pour dire que c'est vrai que c'est un budget qui se fait dans un contexte contraint. On a une diminution de nos recettes de fonctionnement de 0,29%. On a une augmentation, donc cette fois-ci, de nos dépenses qui reste quand même très maîtrisée parce que nous mettons en année pleine la réforme des rythmes scolaires et cela avec une augmentation de plus 1,1%. Nous n'augmentons pas, et on en a discuté pendant nos orientations budgétaires, nous n'augmentons pas donc nos taux d'imposition. Nous gardons une capacité d'investir, et ça c'est important pour assumer, je dirais, les actions et les investissements qui contribuent donc à nos priorités, à savoir, bien évidemment, poursuivre la modernisation de la ville, poursuivre le renforcement de notre attractivité. On voit l'effort que l'on va faire, notamment sur la réhabilitation du patrimoine des équipements sportifs, ça c'est bien, nous allons pouvoir terminer le Casar en 2015, mais aussi nous allons continuer, et ça c'est extrêmement important, donc à moderniser nos équipements, à les remettre aux normes, à faire des économies d'énergie dans la perspective de faire cette fois-ci des économies de fonctionnement et puis de continuer bien évidemment à conforter à la fois les dynamiques sociales, éducatives, sportives et culturelles. Monsieur Marguerite. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Le groupe de l'opposition retrouvé Cherbourg-Octeville va voter contre ce budget, vous vous en doutez. Et par avance, je m'en excuse puisque certains semblent s'étonner que l'opposition puisse parfois s'opposer. C'est pourtant son rôle sur les choix stratégiques comme celui-là. Et vous avez remarqué que nous savons prendre nos responsabilités puisque nous sommes à vos côtés dès lors qu'il s'agit de rassembler, dès lors qu'il s'agit d'avancer collectivement sur des projets structurants, mais dès lors que nous avons une vision différente de la vôtre à faire valoir, nous le faisons et je rejoins donc ce que je disais en début de conseil municipal, au début de notre assemblée, lorsque je voulais vous dire que l'opposition doit être respectée dans ce qu'elle dit et que sa vision doit être entendue. En tout cas, je souhaite vous faire part de notre vision sur ce budget. Nous sommes contre ce budget et c'est le premier point d'abord parce que c'est un budget qui est fortement contracté. Il est contracté de 7 643 434 euros pour être précis. C'est donc une amputation de plus de 7 millions d'euros par rapport au budget de l'année dernière qu'il faut constater. La baisse des dotations d'État, la purge financière que nous avions dénoncée là, au Conseil dernier avec le vote de notre motion explique le fait que notre budget soit contracté. Ensuite et plus substantiellement, notre budget présente un véritable problème car il est déséquilibré. Il est déséquilibré entre la section fonctionnement et investissement. L'an dernier, M. Vivier le disait, nous étions à 18 800 000 le poste investissement. Il s'effondre cette année à 11 300 000. Le budget de Cherbourg-Octeville est un budget qui, loin de préparer l'avenir, gère le déclin. Pourquoi gère-t-il le déclin? Parce qu'une collectivité qui a un budget avec un investissement aussi faible est une collectivité qui est aujourd'hui dans une situation extrêmement périlleuse. Je voudrais que ce chiffre qui consiste quand même à dire que la section investissement est aujourd'hui à 16% du budget. C'est-à-dire que près de 85% de notre budget est consacré au fonctionnement. Il est à comparer à des villes d'une même strate ou des villes qui ont une taille comparable à Cherbourg et qui font d'autres choix que les nôtres parce que la politique, c'est faire des choix et les choix que vous faites en
finalement, en consolidant le fait que le fonctionnement soit aussi élevé au détriment de l'investissement, est un choix que nous réprouvons. Alors, quels sont ces éléments de comparaison? Eh bien, par exemple, si on prend Alençon, qui a 15 000 habitants de moins qu'à Cherbourg, le niveau d'investissement est de 4 millions d'euros supérieur. Et c'est près de 40% du budget d'Alençon qui est consacré à l'investissement contre 15% à Cherbourg. Le niveau par habitant est extrêmement préoccupant puisque c'est moins de 300 € qui sont consacrés pour l'investissement par habitant à Cherbourg-Octeville, lorsque la moyenne des villes d'une même strate dépasse les 450 €. Nous sommes extrêmement préoccupés par la faiblesse de l'investissement à Cherbourg-Octeville. Je donne un dernier chiffre, à Valenciennes, pour citer une ville qui a une autre couleur politique qu'Alençon, qui est une ville qui a une couleur politique semblable à la vôtre, qui est socialiste, ce qui n'est pas le cas de Valenciennes. L'investissement est à 40% du budget. Donc le premier point de mon intervention au nom du groupe, c'est de dire que déjà, nous avons un problème avec la faiblesse extrêmement préoccupante de l'investissement. Sur la section fonctionnement, le fonctionnement par habitant progresse. Nous parlions de la campagne électorale tout à l'heure. Vous disiez dans la campagne électorale que vous alliez baisser les dépenses de fonctionnement par habitant. Elles étaient de 1 354 € précisément par habitant pour le budget dernier. Elles ont augmenté de peu, je vous l'accorde, mais elles ont augmenté encore à 1 359 €. Cependant que la moyenne des dépenses de fonctionnement pour les villes d'une même strate a poursuivi, elle, sa régression pour atteindre 1 240 € par habitant, parce que parler d'un budget, c'est parler d'éléments de comparaison. Et la comparaison, c'est de dire que nous sommes nettement au-dessus des villes d'une même strate. Concernant les dépenses de personnel, elles ont progressé fortement, vous le disiez, et vous expliquiez que c'était essentiellement lié à la réforme des rythmes scolaires. C'est une progression de 2 points à 63,87%, contre une progression, et j'insiste vraiment sur la nécessité de donner des éléments de comparaison vis-à-vis d'autres villes, c'est une progression à Alençon d'1,1 point. Alors pourquoi à Cherbourg la progression est aussi élevée par rapport à d'autres villes qui sont confrontées, comme la nôtre, à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires? Vous disiez que, je reviens également à ce que je disais en début de conseil, le poste pour les indemnités a baissé. Je crois qu'il ne faut pas ni prendre l'opposition ni les citoyens pour des naïfs. Il y a un poste d'adjoint de moins. Pourquoi il y a un poste d'adjoint de moins? Parce que la population de la ville diminue. Et moi je vous le dis, la population de la ville continuera à diminuer avec une politique qui gère, comme je le disais, le déclin et qui privilégie toujours le fonctionnement au détriment de l'investissement. Peut-être faudrait-il s'interroger justement et faire une corrélation entre les choix budgétaires qui sont les vôtres, consistant toujours à privilégier le fonctionnement au détriment de l'investissement, et cette courbe démographique qui s'affaisse. Et la courbe démographique qui s'affaisse, ça se traduit par un poste d'adjoint de moins. Vous auriez pu d'ailleurs en supprimer davantage, mais vous étiez contraint par la loi d'en supprimer un, d'où la baisse budgétaire dont vous parlez. Alors elle n'est pas liée à un choix, elle est liée simplement à la loi. Sur la fiscalité, toujours dans le fonctionnement et globalement sur les éléments que je vous ai donnés. La fiscalité, vous vous réjouissez régulièrement qu'elle n'augmente pas à Cherbourg-Octeville. Et pour cause. Elle atteint un niveau déjà extrêmement préoccupant et le potentiel fiscal de 83%, et la mobilisation fiscale, finalement, est impossible. Vous ne pouvez pas vous réjouir de ne pas augmenter l'impôt, tout simplement parce que vous ne pouvez pas augmenter les impôts compte tenu du niveau de la fiscalité dans notre ville, avec un taux de taxe d'habitation qui atteint 19,02%, 5 points de plus qu'à Saint-Lô pour sortir de l'agglomération, et 19,43 pour la taxe foncière. Ces éléments sont extrêmement préoccupants également, parce qu'on parlait d'attractivité du territoire tout à l'heure. L'attractivité du territoire, elle est liée également à la fiscalité et aux signaux que l'on veut bien envoyer à la population. Sur la santé financière de la ville, au dernier conseil, j'avais pris la parole sur le niveau de la dette qui avait triplé quasiment au cours des 10 dernières années. Vous vous réjouissez d'avoir une dette plus faible, je le redis à l'occasion de ce conseil, la dette est en effet par habitant plus faible, mais je le redis aussi, elle a été multipliée par 3 au cours des 10 dernières années, et j'ajouterais que le fait de ne pas avoir une dette extrêmement importante, je le redis, n'est pas toujours un signe de bonne santé financière, parce que c'est parfois aussi le signe que la ville rencontre des difficultés pour emprunter. Notre autofinancement, vous le disiez, Monsieur Vivier, est profondément dégradé cette année. 1 274 000 l'année dernière pour 512 000 cette année. C'est un niveau qui se dégrade donc sensiblement. Et là aussi, sur ces éléments de santé financière, eh bien, je souhaiterais que nous manifestions en quelque sorte une sorte de préoccupation au nom du groupe. Alors je terminerai par les orientations que nous aurions pu, si nous avions été aux responsabilités, prendre. Bien évidemment, nous n'avons pas
la possibilité d'établir un contre-budget, puisque vous aviez raison, vous avez salué le travail qui est fait par les services. Je souhaiterais m'associer à vous pour saluer ce travail considérable, mais nous n'avons pas les services pour faire un contre-budget. Néanmoins, nos orientations, vous l'avez compris, était de privilégier l'investissement. Je souhaite que notre ville puisse raisonnablement retrouver un niveau d'investissement à 25% de l'ensemble de son budget. 15%, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas rester aussi bas, ce qui signifie bien évidemment de faire des efforts sur le fonctionnement, bien évidemment, des efforts qui peuvent passer sur la réduction du nombre de véhicules, par exemple, mais d'autres. Nous avions eu pendant la campagne une proposition sur les associations en particulier. C'est une proposition que je relivre à la sagacité de votre majorité, qui consistait à dire, comme dans d'autres villes, faisons la maison des associations pour pouvoir mutualiser les moyens des associations plutôt que de saupoudrer. Car la réalité, c'est que vous saupoudrez bien souvent avec des aides qui sont dispersées dans des petites sommes et qui finalement ne servent pas à grand-chose. C'est un élément d'ailleurs d'accord que nous avons avec le maire, puisque lorsque nous avons pu en discuter au moment des élections municipales, lui-même considère que le saupoudrage est une réalité du budget de Cherbourg-Octeville et que pour éviter de saupoudrer les aides, regroupons, fédérons les acteurs, faisons cette maison des associations. Par ailleurs, c'est une question subsidiaire, mais une question néanmoins importante. Le budget traduit la suppression de la dotation pour le carnaval. On parlait des différents éléments que vous auriez pu soutenir en baissant vos indemnités. Nous voudrions avoir une explication claire et précise sur la suppression de cette dotation. Le débat a été repoussé à de nombreuses reprises. Nous souhaitons maintenant avoir une réponse. Autre élément, bien sûr, nous privilégions, nous, l'outil fiscal qui doit, à notre sens, être revu à la baisse. Oui, c'est possible de diminuer la fiscalité. C'est possible de diminuer la fiscalité d'ailleurs. Pendant la campagne électorale, Monsieur Houlgate, vous nous avez dit en permanence votre proposition de baisse de 10% des impôts est une proposition démagogique ou en tout cas qui sortait tout droit des cartons de la formation politique à laquelle j'appartiens. Je n'ai pas observé que cette proposition qui a été reprise par Monsieur Linchenoux à la glacerie sortait des cartons de la famille politique à laquelle j'appartiens, puisque lui n'appartient pas à cette famille politique, et qu'il baisse la fiscalité à la glacerie, Monsieur Linchenoux. Il baisse la fiscalité. Il fait ce choix de rendre la glacerie plus attractive. Alors on peut contester, je contesterai à bien des égards la politique qu'il met en œuvre, mais il s'est engagé sur une baisse similaire de la fiscalité et il la met en place. Il ne la met pas en place par idéologie. Nous ne souhaitons pas baisser la fiscalité par idéologie. Nous considérons simplement que la situation de Cherbourg-Octeville aujourd'hui est à ce point préoccupante en termes de baisse de la population, en termes de niveau fiscal, que nous n'avons pas le choix d'envoyer un signal qui pourrait être dès cette année de 3% correspondant à 648 000 € de recettes en moins, ce qui est, vous le voyez, largement financé en ne faisant pas la passerelle. Bref, nous aurions, si nous avions été aux responsabilités, rééquilibré l'investissement par rapport au fonctionnement pour faire de notre ville une ville qui prépare l'avenir plutôt qu'une ville qui gère le déclin. Nous aurions fait un choix fiscal radicalement différent du vôtre. Il n'y a encore une fois aucune raison de se glorifier de maintenir les impôts à un niveau aussi élevé. Nous aurions mis un terme au saupoudrage dans les aides qui sont attribuées à ces acteurs que nous voulons consolider comme les associations en donnant une maison d'association comme c'est fait dans de nombreuses villes. Et il n'y a là aussi rien d'idéologique dans cette proposition. Bref, voilà, je crois que vous avez compris, nous avons une ligne d'opposition, de fracture même, entre vous et nous sur ce point. Après tout, c'est ça la démocratie locale, c'est la grandeur de la démocratie locale que d'avoir des désaccords et que nous puissions, nous, de notre côté, faire part de notre vision. Elle n'est pas marquée par l'idéologie, j'insiste dessus, j'ai l'honneur de présider un groupe qui regroupe des sensibilités comme l'UMP, comme l'UDI, comme le MoDem et aussi la société civile, qui sont l'honneur du groupe que je préside et qui ne sont pas du tout dans des préoccupations de se dire « il faut baisser les impôts parce que la droite a dit qu'il fallait baisser les impôts ». Non, si nous disons que nous allons baisser les impôts et que nous l'aurions fait et que nous le ferons quand nous serons en responsabilité, c'est parce que notre ville a besoin d'un électrochoc fiscal aujourd'hui pour retrouver l'attractivité qu'elle aujourd'hui, qui n'est plus l'attractivité qui était la sienne. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Nous pouvons bien sûr continuer la discussion. Vous avez parlé en grandes orientations. Je voulais de mon côté répondre au nom du groupe avec des grandes orientations. Oui, merci. On a un certain nombre d'analyses à porter, donc on va le faire à plusieurs voix, mais de manière consécutive et pas de manière simultanée. Donc ce sera plus facile pour comprendre que nous parlions les uns après les autres. Voilà. D'abord, avant de porter ces analyses, on a parlé d'un droit de suite pour ce qui concerne notre groupe à la communauté urbaine et on va l'utiliser au niveau de ce conseil municipal.
ça concerne les emprunts structurés, dont M. Vivier a reparlé. Alors, les emprunts structurés, il en est question dans le document de présentation du budget primitif. Alors, il les appelle dans le texte, enfin, ils sont appelés, pardon, dans le texte, des emprunts toxiques ou des emprunts qui sont exotiques. Bon, c'est un néologisme assez sympathique que de parler d'emprunts exotiques quand il s'agit d'emprunts toxiques. Vous pourrez, je vous renvoie au texte de 250 pages qui nous a été envoyé il y a une semaine. Alors, lors du dernier conseil municipal, on a posé une question sur ces emprunts structurés et la réponse qui nous a été apportée ne nous avait pas convaincus. En fait, on devait faire la démonstration que Cherbourg n'avait pas d'emprunt toxique. Et pour nous, c'était une réponse qui était approximative. Au niveau de notre groupe, on essaye, par rapport à notre travail, d'exercer la responsabilité de nos votes en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant vraiment bien les éléments qu'on nous présente. Et si on se trompe, on le reconnaît sans problème, quoi. Et là, à la lecture des éléments du texte, on n'a pas le sentiment qu'il y a un différent dans la manière dont on analyse ces emprunts toxiques ou ces emprunts structurés. Alors, on s'est référé à la carte des emprunts structurés dits toxiques qui a été distribuée par Dexia. Et donc, dans cette carte des emprunts structurés, Cherbourg-Octeville apparaît bien comme ayant souscrit un emprunt de 3 298 000 € en 2005. Et si l'on prend le calcul de Dexia, qui a été fait en 2009, donc c'est un calcul avec une méthodologie qui prend en compte la valeur du marché et donc qui calcule le surcoût par rapport aux intérêts calculés au moment de la signature initiale. Et par rapport à ça, le montant total des surcoûts, d'après Dexia, serait de 251 000 € et le ratio surcoût sur montant total serait de 7,61 €. La banque de contrepartie, de 7,61%. La banque de contrepartie est HSBC. C'est une information qui n'a pas été donnée, mais la banque de contrepartie, c'était celle-là par rapport à cet emprunt. On ne parle que de l'emprunt Fixia et on laisse de côté le Pintifix 2 structuré sur pente CMS, parce que c'est écrit comme ça. Alors, j'essaye d'être clair et j'ai du mal à garder une grande clarté, mais reconnaissons que dans le texte, et les rédacteurs le reconnaîtront avec moi, il faut une certaine persévérance pour rentrer dans la logique et dans l'intelligibilité de cette partie-là du document. Moi, j'ai fait cet effort-là, donc c'est pour ça que j'ai du mal à le restituer avec toute la clarté requise. Ceci dit, si un choix politique a été effectué en 2005, il doit être expliqué politiquement. Or, ça n'a pas été le cas. Car de ce point de vue, les pages 108 à 112 du document donnent le sentiment de vouloir diluer dans un langage complexe et parfois spécieux. J'utilise le terme à dessein, je pense que c'est parfois spécieux l'argumentaire utilisé, parce que par exemple, on apprend que les emprunts structurés s'appellent aussi produits à barrière désactivante et produits de pente. Je m'interroge pourquoi, avec des noms pareils, on a souscrit à des emprunts comme ça, quoi. Franchement, moi je ne suis pas un financier ou un économiste, mais si j'avais vu ces mots-là, quelque chose m'aurait un peu alerté. Mais bon, voilà. Alors, mais on apprend dans le texte que ces emprunts ont été sélectionnés afin de favoriser la diversification de l'encours de dette et d'optimiser les frais financiers. Voilà la raison d'être de ces emprunts. Mais ce qui est remarquable dans le texte, c'est qu'on nous explique ensuite que nous avons réalisé une économie de frais financiers de 324 182 €. Ça veut dire qu'au loto des crédits toxiques, nous sommes gagnants. Ouf! Mais s'il n'y a pas de risque immédiat, l'aléa demeure. C'est écrit comme ça dans le texte. L'aléa demeure, précise le texte. Donc, une provision a été établie dans le cas d'une échéance d'intérêt dégradé qui pourrait intervenir dans le futur. C'est joliment écrit, il faut quand même le remarquer. Donc on ne pourra même pas faire un usage des économies qui ont été réalisées, à moins que les oracles de la finance aient vraiment vu l'avenir en 2005. Ceci dit, il faut quand même une certaine croyance en l'avenir radieux de la finance et du capitalisme financier pour prétendre
que le taux d'Euribor, jusqu'en 2021, ne dépassera pas un certain seuil à partir duquel les taux s'emballeraient. En l'occurrence, cela peut aller jusqu'à 13,70%. Là, on est assez perplexe sur cette prévision à long terme. Personne n'a vu venir la crise financière, sauf quelques économistes d'obédience marxiste, mais par principe, ils sont suspects par rapport à l'orthodoxie dominante en matière financière. Mais nous, notre expertise collective nous prémunirait de tout dérapage jusqu'en 2021. Comment peut-on écrire à la page 108 qu'aucun produit toxique ne figure dans l'encours de dette de Cherbourg? Parce que c'est remarquable de parler d'emprunts structurés et de dire que ça veut dire des emprunts toxiques, mais de dire dans le même temps que Cherbourg n'a pas d'emprunt toxique. Alors que dans la classification de la charte Gisler, dont a parlé M. Vivier, les deux emprunts sont bien en structure E et F, les structures qui regroupent ce genre d'emprunt. Nous sommes d'accord avec la doctrine qui consiste à dire que depuis 2007, les emprunts ne relèvent que de la catégorie 1A, et pour tenter, nous aussi, d'accéder au niveau de langage assez complexe de la rédaction, nous souhaitons que l'emprunt de 2005 constitue un apax. Et un apax, c'est une occurrence qui n'intervient qu'une seule fois en littérature, c'est-à-dire un mot qu'on ne voit qu'une fois dans le texte. Donc on espère que dans l'histoire de Cherbourg-Octeville, ces emprunts de 2005 seront, qu'il n'y en aura pas d'autres du même ordre dans les années qui viennent. Ça sera notre contribution par rapport à ce sujet. Comme il existe une bonne dette, on a bien identifié que le poids de la dette sur le total des dépenses de fonctionnement est inférieur à la moyenne des autres collectivités. C'est un satisfecit qui est adressé. Cela permet d'envisager l'avenir sous le signe d'investissements utiles et sur la satisfaction des besoins sociaux. Deux éléments pourraient permettre d'aller encore plus dans cette direction: la mise en place d'un pôle public financier et évidemment l'arrêt des politiques d'austérité. Sur les politiques d'austérité, et M. Poitvin va me redonner, sur les politiques d'austérité, on a un problème qui est intellectuel en plus d'être politique. Parce que la dernière fois, on a parlé du Financial Times, qui avait délivré à la gauche radicale un satisfecit. Et là, c'est la Commission européenne qui, non pas nous a délivré un satisfecit, mais qui a fait un schéma pour voir la dette publique en pourcentage de PIB depuis que les politiques d'austérité sont mises en place. En Grèce, en Italie, au Portugal, en Irlande, à Chypre, en Espagne, en France. Bon, je ne vais pas vous lire le document, mais en gros, la dette publique brute, elle augmente continuellement depuis la mise en place des politiques d'austérité, elle explose, et pour autant, on continue de mettre en place ces politiques. Voilà pour ce point liminaire, et donc évidemment une question quand même pour qu'on se mette d'accord sur cette notion d'emprunt toxique. Je pense qu'en 2005, un mauvais choix avait été fait. Monsieur Vivier, sur ces emprunts structurés. Sur les emprunts structurés, je ne vais pas reprendre toute la description que vous avez faite. Pour ce qui concerne du surcoût de 251 000 € qui serait cité par Dexia, je ne sais pas sur quoi c'est basé, mais ce qui est sûr, c'est que dans le cas de l'emprunt Dexia, le critère n'a jamais été activé, donc on est depuis le début au taux plancher. Et effectivement, comme vous l'avez indiqué, nous ne serions impactés que si le Euribor dépassait les 6%. On en est assez loin actuellement, pourvu que ça continue, puisqu'on était dernièrement à 0,34%, donc on était quand même assez loin. Donc effectivement, il y a forcément un risque que d'ici 2021, ce taux dépasse les 6% et que dans ce cas-là, on soit impacté. Ceci dit, plus le temps passe, plus le montant de l'emprunt est faible, donc plus l'impact serait modéré. Et par ailleurs, comme on l'a indiqué tout à l'heure, on provisionne. Donc on a provisionné jusqu'ici 324 000 € qui est le bénéfice, entre guillemets, qu'on a fait sur ces emprunts par rapport à un taux fixe. Donc on n'a pas profité jusqu'à présent de cet avantage de façon prudente et on continue à le faire. Si en 2021, comme on peut l'espérer,
le critère n'a pas été activé, eh bien on pourra conserver les sommes qu'on aura mis de côté. Et sinon, si jamais c'est arrivé, on les consommerait pour compenser les effets négatifs. Effectivement, en 2005, c'était un pari de gestion qui, je pense, à l'époque était tout à fait habituel et que probablement on ne ferait plus aujourd'hui. Sur le maniement de la charge Gisler, il faut quand même être un peu prudent parce que, par exemple, sur l'emprunt Dexia dont vous avez parlé, nous, on a une barrière à 6% et on est classé 1E. Si la barrière était à 1%, où le risque serait évidemment beaucoup plus important, on serait toujours 1E pareil. C'est-à-dire que ça, c'est pas pris en compte par la charte. C'est vraiment juste le type de l'emprunt. De la même manière, d'ailleurs, qu'un emprunt classé 1A peut éventuellement poser problème, parce qu'on a encore nous-mêmes aujourd'hui plein d'emprunts qui sont indexés sur le livret A. Le livret A aujourd'hui est à 1%, il était à 8,5% en 1980, donc on ne veut pas dire non plus que le risque soit nul. Il y a toujours un risque quand on fait ses choix. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on puisse ajouter grand-chose. J'espère avoir répondu au moins en partie à vos questions. Madame Gosselin, pour un complément d'information. Je voulais juste ajouter qu'il y a la possibilité chaque année de transformer l'emprunt avec un taux fixe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça n'a jamais été fait parce que le taux négocié est inférieur au taux fixe. Mais chaque année, la possibilité est donnée dans ce type d'emprunt de transformer l'emprunt toxique en choisissant un taux fixe. Oui, juste, je peux compléter ce que dit Madame Gosselin-Fleury. Ça nous coûterait à peu près aujourd'hui 280 000 € de le transformer. Et on aurait une aide, parce que vous savez qu'il y a eu un fonds... Pardon ? On ne l'a pas transformé parce que actuellement le taux est plus faible, le taux fixe bien sûr, est plus élevé que le taux que nous avons. Et donc, s'il y avait des risques que le taux qui sert de référence augmente, on aurait toujours la possibilité de le transformer en taux fixe, ce qui permettrait de ne pas atteindre les 16% dont vous parliez tout à l'heure. Mais ça n'aurait pas d'intérêt pour nous aujourd'hui, effectivement, parce que le coût serait de 280 000 € qui serait pris en charge de façon extrêmement partielle, à hauteur de 7 700 € par le fonds qu'a mis en place l'État pour aider les collectivités en difficulté à rembourser de façon anticipée ces emprunts. Mais pour nous, le montant l'aide est très faible parce que le risque n'est pas considéré comme important, tout simplement. Ok. Monsieur Le Jambtel. Oui, non, là, c'est remarquable parce que être débordé par la gauche de cette façon-là, je trouve ça bien. Non, mais si, c'est une image qu'on utilise souvent dans le mouvement social, être débordé par la gauche. C'est-à-dire que la proposition, j'y avais pas pensé, je ne pensais pas que c'était possible, et donc, au nom du groupe, je demande qu'effectivement, cette possibilité-là soit vue de très près, parce qu'on ne peut quand même pas se réjouir d'être gagnant par rapport à des emprunts toxiques auxquels on a souscrit, lorsqu'on voit le bazar que ça peut mettre dans certaines collectivités territoriales avec la mise en place de structures de défaisance ou ce genre de choses. C'est-à-dire, là, on ne peut pas être sur un calcul simplement en termes d'intérêt comptable ou d'intérêt d'un point de vue arithmétique. Il y a une éthique quand même, c'est-à-dire que il est clair que Dexia a fait la démonstration qu'elle a fait souscrire des emprunts à des collectivités sans que les élus qui l'aient fait aient eu forcément une connaissance très approfondie de des éléments qu'ils étaient en train de souscrire. Donc on a ce recul-là maintenant. Alors maintenant, vous dites que c'était un usage en 2005, Monsieur Vivier, mais il y avait déjà des gens en 2005 qui trouvaient que ce n'était pas une bonne idée. Ceci dit, toutes tendances confondues, les collectivités ont pu avoir des emprunts Dexia. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas de bon point ou de mauvais point à donner. Mais on est en 2014, on a le recul. Comment on peut considérer que, puisque nous on est gagnants, continuons continuons d'avoir des emprunts toxiques parce qu'on a quand même été gagnants. Je trouve que c'est une vision qui est pas politique là. C'est une vision qui reste presque comptable et purement comptable. C'est un problème. Oui, c'est comptable, mais enfin, je pense que ce serait un peu du gaspillage de ressources que de dépenser 280 000 € pour revenir en arrière sur cet emprunt, quoi.
Et à l'heure actuelle, au vu de la ville, c'est plutôt Dexia qui est pénalisé, si on peut employer cette expression. Hein. Donc, pénalisé, non. Pas pénalisé, qui est pas... Je sais pas. Soit Madame Joly ou non, Madame Joly. Madame Varenne, si vous voulez. Non. Oui, on prend dans l'ordre en fait du rapport de budget. Donc page 53, on aurait pu se féliciter ou se satisfaire de 5 postes sur les lacs. Or, si on y regarde de plus près, il y a 3 postes qui sont à temps partiel. C'est pas précisé. Voilà, c'était juste mon intervention. Ok. Madame Varenne. Oui, donc en fait, par rapport à l'analyse du document, donc plus dans la direction donc de la cohésion sociale, donc on voit que les bonnes nouvelles arrivent donc par rapport aux citoyens à la page 10, puisqu'en moyenne les tarifs seront augmentés donc de 1,5, ce qui représentera bien davantage pour certaines familles. À la page 13, la réalité de cette augmentation est plus explicite, puisqu'en augmentant le budget prévisionnel des recettes du périscolaire et de la restauration de 280 000 € à 305 000 €, c'est une augmentation de 8,93% à laquelle se livre la collectivité. C'est d'autant plus remarquable de faire peser les particuliers les conséquences de l'austérité que, page 3, le rédacteur semble implicitement déplorer que la réduction de la taxe professionnelle se soit faite au détriment des particuliers. Donc, en fait, une fois de plus, on va faire peser sur les citoyens le problème de l'austérité et donc les Français n'auront qu'à serrer la ceinture. Belle anticipation. De la même façon, nous sommes en complet désaccord, à moins qu'il ne s'agisse d'une incompréhension de notre part, avec le choix de recalibrer la subvention du CCAS de 157 820 000 €. Cependant, nous lisons à la page 40 que dans le chapitre Secours et droits fondamentaux, le montant total des aides facultatives a augmenté de 12,9% entre 2012 et 2013 pour atteindre 161 638 €. De la même façon, 16 706 personnes ont été accueillies dans les 2 sites du CCAS en 2013, soit une augmentation de 17,82% par rapport à 2012. Lors des assises de la solidarité, nous avons souligné le remarquable dossier que nous avions eu l'occasion d'avoir en main. Et à la page 16, il est rappelé le revenu moyen par habitant de la commune est de 11 587 €, soit 3 000 € de moins que le revenu moyen par habitant des communes de plus de 10 000 habitants. Nous avons une requête quant à la page 38. La page 38, dans les orientations retenues, suite effectivement aux assises de la solidarité, accompagner le développement et la coordination de l'accès aux soins sur le territoire. 2 petits points, pôles de santé libéraux, déplacement de la permanence d'accès aux soins. Voilà. Nous aimerions la possibilité de rajouter dans ce chapitre, c'est vrai qu'on y tient, c'est l'étude d'un centre de santé publique, voir que dans les orientations retenues, on retient la possibilité de faire une étude et de ne pas se priver, si s'avère positif, l'ouverture d'un centre de santé publique. Voilà aussi pourquoi la politique de financement des dividendes des actionnaires par le gouvernement, par la baisse des dotations aux collectivités, revêt pour nous un caractère indéfendable. Cette baisse tourne le dos aux valeurs progressistes. C'est en élus de gauche et en citoyens que nous réagissons avec détermination contre ces choix qui sont autant de renoncements. Et j'oubliais aussi, à la page 41 du dossier, on a aussi une question, c'est par rapport en fait aux sans-abri, parce qu'il est mis que l'accueil de nuit à bas seuil d'exigence se fait dans les locaux de l'ex-EHPAD Le Valois et apporte une vraie réponse complémentaire aux autres dispositifs. On voulait savoir si jamais cet ex-EHPAD devait ne plus être utilisé, comment on pourrait effectivement accueillir dans l'avenir les sans-abri. Alors, c'est une question ce soir, il y a peut-être moyen d'y réfléchir, mais on voudrait avoir effectivement une réponse. On va donner des éléments de réponse. Oui, merci Madame. Alors, il y a beaucoup de questions, mais il y a effectivement
beaucoup de réponses aussi à vous apporter. Alors, en ce qui concerne la diminution de la subvention accordée au CCAS, très clairement, c'est parce qu'on a optimisé, et je rends grâce et hommage aux services qui ont su optimiser les dépenses de fonctionnement de nos structures. Je vais prendre qu'un exemple, qui est celui de l'EHPAD, puisque nous sommes passés en 2012 d'une subvention d'équilibre de 510 000 euros à 360 000 en 2013 et on est sur 260 000 en 2014. Donc rien que sur cette optimisation de nos dépenses, on a plus du double finalement de la diminution de la subvention d'équilibre qui a été accordée. On retrouve un petit peu les mêmes sujets, enfin les mêmes questions sur le foyer logement, par exemple, du Vieux Château est à l'équilibre, alors qu'il était déficitaire il y a encore quelques années de l'ordre de, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, de l'ordre de 17 000 euros. L'accueil de jour a été largement déficitaire, et là on va être sur quand je dis largement déficitaire, de près de 95 000 euros, et on va être sur un déficit a priori de 44 000 euros sur l'année 2014. Donc vous voyez, on a dégagé un certain nombre de marges qui nous permettent effectivement d'accepter, et vraiment en toute sérénité, cette diminution de la subvention d'équilibre, d'autant, et vous l'avez remarqué, et vous l'avez fait remarquer, je vous en remercie, que l'action sociale elle-même s'est amplifiée et que la demande d'aide a été, et le volume financier d'aide accordée a été augmenté de manière significative sur le dernier mandat et sur les dernières années. Donc, on arrive à, je le crois, répondre à une demande sociale importante qui s'accroît, tout en maîtrisant très clairement les dépenses de nos structures. Et je pense que c'est tout à fait remarquable, puisque ça nous permet vraiment d'apporter une aide là où elle doit être apportée, au plus près de la population et de ceux qui en ont besoin, et rendre hommage encore une fois aux collaborateurs qui ont su maîtriser de manière significative, pour permettre cette action sociale, les dépenses de fonctionnement de nos différentes structures. Ça, c'est pour la question relative à la baisse de diminution de la subvention d'équilibre au CCAS. Sur la question des sans-abri, vous évoquiez aussi sur le devenir de cet accueil d'urgence, qui a été une belle expérience, puisqu'elle a permis, cet accueil d'urgence réalisé par Conscience Humanitaire et puis de la Croix-Rouge et l'équipe mobile de psychiatrie, a été une vraie réussite sur notre territoire et a montré la pertinence de ce dispositif. Il se trouve que l'association Conscience Humanitaire a souhaité, pour des raisons tout à fait légitimes et recevables, interrompre la prise en charge de ce dispositif. Il nous a donc incombé à nous, collectivités, aux côtés du service de l'État, car je crois qu'il est important de rappeler ici que cette compétence n'est pas la nôtre, mais celle de l'État, mais nous souhaitons prendre part à ce dispositif d'accueil d'urgence, ainsi que nombre, pour ne pas dire l'ensemble des collectivités du Nord-Cotentin. Or, aujourd'hui, on sait qu'un dispositif de ce type, si on veut qu'il soit pérenne, qui répondent à une vraie prise en charge des personnes vers le logement autonome, vers la reconnaissance des droits, etc., nécessite un financement de près de 250 à 300 000 euros. C'est tout l'enjeu du travail que nous menons en ce moment avec le sous-préfet et avec les services de l'État sur arriver, et on a un vrai challenge là, arriver pour l'année 2015 et pour l'entrée de l'hiver 2015-2016, à mobiliser au travers des services de l'État et au travers des différentes collectivités territoriales, et la ville de Cherbourg-Octeville prendra bien évidemment sa part dans ce dispositif, à mobiliser des financements pour permettre cet accueil d'urgence qui, comme vous l'avez indiqué, ne se fera plus à Levallois, parce que les conditions de sécurité, les conditions techniques, tout simplement, ne permettent pas un accueil correct à Levallois. Et nous avons d'ores et déjà, mais ça serait prématuré de ma part que d'identifier les 2 endroits éventuels où pourrait avoir lieu cet accueil d'urgence, dans la mesure où des discussions sont en cours, et que ça serait vraiment très prématuré de ma part que de dévoiler l'un ou l'autre de ces lieux. En tout cas, sachez que c'est une de nos préoccupations majeures pour l'accueil de ce public, parce que cet accueil a montré très clairement un accompagnement et un retour à la dignité pour les personnes qui en ont bénéficié. Retour à la dignité qui s'est conclu même par un retour au logement pour la part de certaines personnes. Donc l'enjeu,
en vaut la peine, on en est convaincu, et l'expérience qui a été faite avec cet accueil d'urgence nous l'a démontré de manière formelle. Donc il y a une vraie volonté de notre part, de la part des services de l'État et de la part des autres collectivités d'y arriver. Sur le centre de santé municipal, je pense que là, très clairement, les choses sont en marche. Je ne dis pas qu'on le fera, je ne dis pas, en tout cas, très clairement, le comité de pilotage a été mis en place, le comité de pilotage a acté une méthodologie qui commencera d'ailleurs assez rapidement par un diagnostic local de santé qui nous permettra d'évaluer les besoins et les manières de répondre à ces besoins. Donc là, le travail est engagé et il sera mené à son terme, comme convenu lors du comité de pilotage qui s'est réuni très récemment. Et ça me permet, si vous le permettez, parce qu'il y avait une question de l'opposition sur l'état d'avancement du pôle de santé libéral ambulatoire. Donc si je peux me permettre, je vais y répondre, parce que je suis attendu aussi. Dans cette démarche-là, on a vraiment très clairement, que ce soit les collectivités du territoire, que ce soit le centre hospitalier public du Cotentin, que ce soit l'Union régionale des médecins libéraux, que ce soit la polyclinique du Cotentin, une vraie mobilisation aussi sur l'attractivité du territoire. Et tous les semestres, nous accueillons ce soir une centaine d'internes qui sont arrivés au centre hospitalier public du Cotentin. Et pour mémoire, et je crois qu'il faut s'en rappeler, il y a encore 4 ans, ils n'étaient que 30. Il y a encore 2 ans, ils étaient 50. Et maintenant, c'est 80 à 100 internes qui sont accueillis aujourd'hui. Ce qui montre bien qu'en se mobilisant, public, privé, on arrive à créer les conditions de rendre notre territoire attractif pour les jeunes professionnels de santé. Et ce soir, il y a donc une soirée attractivité du territoire avec l'ensemble des partenaires et je vais les y rejoindre. Et je réponds plus précisément à la question du pôle de santé libéral ambulatoire qui, il faut le rappeler, n'est pas porté par la collectivité, parce que la collectivité n'a pas vocation à être promoteur immobilier, et donc nous n'avons absolument pas une vocation de porter ce pôle de santé libéral ambulatoire. Pour mémoire, le pôle de santé libéral ambulatoire est porté par des professionnels de santé eux-mêmes, donc ce n'est pas ni la collectivité ni personne d'autre qui porte ce dispositif, c'est eux. Professionnels de santé qui ont sollicité la collectivité pour qu'on les accompagne dans leur démarche et qu'on leur permette finalement de réunir autour d'eux les différentes compétences. C'est ce qu'on s'est attaché à faire. Les professionnels de santé se sont constitués en association loi 1901 il y a maintenant 4 ans. Nous leur avons apporté une subvention de l'ordre de 15 000 € pour leur permettre de faire une étude de faisabilité d'un pôle de santé libéral ambulatoire sur la zone du centre-ville, puisque cette zone du centre-ville est vieillissante et qu'il y a une désertification des professionnels de santé sur cette zone-là, il nous semblait important de réfléchir à cette question. L'étude de faisabilité a été faite. Nous en sommes maintenant au stade où le terrain a été aussi identifié et nous en sommes maintenant au stade de la réalisation avec les professionnels de santé selon un phasage que je vais vous donner très rapidement. Actuellement, de septembre 2014 au 31 janvier 2015, il y a une concertation en vue de l'élaboration des croquis d'aménagement qui ont commencé à être réalisés, présentation et concertation auprès des praticiens et correctifs éventuels, dépôt du dossier auprès du cabinet d'architectes pour études. La phase 2, 31 janvier au 31 juillet 2015, réalisation du dossier du permis de construire, réalisation des plans d'exécution et études techniques, appel d'offres, étude des offres, élaboration de la planification de travaux et de distribution des marchés. Phase 3, 31 juillet 2015 au 30 septembre 2016, réalisation des travaux. Et enfin, phase 4, mise à disposition, on l'espère, 30 novembre 2016, pour aujourd'hui 18 professionnels de santé qui sont partie prenante dans ce dispositif, 9 médecins prévus, un centre de soins infirmiers qui peut être considéré très clairement comme un centre de santé à part entière, puisque le centre de soins infirmiers est une association loi 1901, des podologues, une pharmacie qui va être intégrée aussi, mais qui va bénéficier des locaux, mais qui n'est pas intégrée dans le cadre du pôle de santé, un allergologue, un endocrinologue, des psychologues, diététiciens, et un cabinet dentaire qui est aussi prévu. Enfin, vous voyez, il y a vraiment la médecine du travail aussi d'Areva qui souhaite intégrer ce pôle de santé pour les salariés d'Areva qui sont sur le territoire de la communauté urbaine. Donc voilà, il y a sur ce dossier une véritable avancée. La collectivité ne souhaite pas opposer les dispositifs les uns contre les autres parce qu'on sait aussi que l'évolution
et notamment la demande des jeunes professionnels de santé évolue, et qu'aujourd'hui, certains jeunes professionnels de santé souhaitent exercer sur un mode salariat. C'est quelque chose qui est aussi de plus en plus mis en évidence. D'autres souhaitent conserver une activité libérale. La question de l'offre de soins sur un territoire est une question trop importante pour qu'elle soit abordée uniquement sur le plan dogmatique ou idéologique. Et je crois qu'il faut qu'on soit là-dessus, et c'est notre volonté en tout cas, ouvert à toutes les propositions, à toutes les réflexions sur ces questions-là, parce qu'il en va très sincèrement de l'enjeu de la population, d'un bassin quand même, parce qu'il faut aussi que, pour que l'hôpital soit fort, il faut aussi qu'il y ait une médecine de premier recours en ville qui soit forte. Parce que sinon, il y a un déséquilibre tel que ça fait fuir les praticiens de l'hôpital. Donc voilà, c'est un enjeu important que l'on a vraiment mis en place dès 2008, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. On a souhaité vraiment être proactif sur cette question-là, et on commence à voir les aboutissements de cette politique proactive. Voilà, je pense avoir répondu à peu près à toutes vos questions, Madame. Madame Joly, je crois. Pardon. D'intervenir, mais moi je suis choquée de l'argent public aille pour la médecine libérale, quoi. Il y a une subvention publique qui est donnée pour la médecine libérale. Or, il y a un besoin de médecins sur le bassin, et pourquoi pas un pôle public? Non, mais je crois que j'ai un peu répondu à cette question. On a mis de l'argent public pour une étude portant sur. Mais oui, mais on l'assume. En tout cas, je pense qu'on se doit de l'assumer, et on l'assume très clairement. Mais j'assume moi aussi ce que je vous dis, mon état de choc. Non, mais on peut avoir des divergences. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un équilibre. On a tout à fait conscience qu'à l'heure actuelle, on a une désertification extrêmement importante, ou un risque de désertification, et il faut que, en tant que, impliquer nous par rapport aux besoins de santé de nos populations, bien qu'on puisse nous aussi agir. Donc on a joué notre rôle d'impulsion. Et puis ensuite, nous, c'est terminé d'une certaine façon. On a joué le rôle de facilitateur, de même qu'on va jouer le rôle de facilitateur pour le centre municipal de santé. Si je peux me permettre juste de rajouter. Et plus que ça même. Pardon. Allez-y, Madame Joly, excusez-moi. Oui, allez-y. Attendez, je vous leur donne. Contrat d'objectif avec les associations sportives. Là, il y a un contrat d'objectif pour demander aux médecins libéraux de ne pas faire le tiers, faire le tiers payant, etc. Il y a un cahier des charges. Oui. Alors, attendez. D'abord, je voudrais. Pas de dépassement d'honoraires. Attendez, vous permettez, je vais répondre sur 2 points. Parce que là, je viens de me rendre compte que, juste pour les podologues, là, ce qu'on a voté tout à l'heure, c'est 100 € la consultation. Ça revient à 100 €. Oui. Juste vous rappeler 2 choses importantes à mes yeux. C'est que sur le pôle de santé libérale ambulatoire, ce n'est pas la collectivité qui a décrété qu'il fallait faire un pôle de santé libérale ambulatoire. Nous avons été saisis par des professionnels de santé qui exercent sur un territoire. Et je crois que ça, c'est une nuance quand même qui est importante. C'est-à-dire que quand des professionnels de santé qui exercent sur un territoire, qui veulent continuer à exercer sur ce territoire, qui veulent créer les conditions pour qu'ils puissent être remplacés dans l'avenir. Si nous, collectivités, on regarde ça en disant « débrouillez-vous, on ne mettra pas un argent dans votre étude, on ne mettra pas un sou dans une étude de faisabilité et on ne vous aidera pas à réaliser votre pôle de santé libérale ambulatoire », très sincèrement, je pense qu'on passe complètement à côté de la plaque. Maintenant, si demain il y a des médecins et des professionnels de santé qui viennent me voir, nous voir, tous là, qui sommes là, en disant, nous, notre projet, c'est de faire un centre de santé mutualiste, c'est de faire un centre de santé comme ça, on leur ouvre la porte et ils sont les bienvenus, très clairement. Et c'est ça, et je pense que le rôle d'une collectivité, c'est ça, c'est d'accompagner les professionnels sur un territoire pour aller dans le sens où ils veulent aller. Et très sincèrement, je ne vois pas, moi, ça ne me choque pas de mettre de l'argent public dans quelque chose qui est porté par des professionnels d'un territoire. Voilà, ok. Et juste sur le cahier des charges, pardon, parce que pour répondre, pour compléter, excuse-moi. Sur le cahier des charges, les professionnels de santé concernés ont pris l'engagement par écrit, c'est quelque chose qui est écrit, de ne pas pratiquer de dépassement d'honoraires et de pratiquer les tarifs du secteur 1. Quant au tiers payant généralisé, vous savez qu'il y a une loi, même si elle est très contestée, très discutée en ce moment, mais il y a une loi qui est en cours, donc voilà, le problème, je pense, s'imposera ou peut s'imposer à tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient. Ok. Madame Varenne, vous souhaitiez, non Oui, moi, par rapport, effectivement, je rebondirai par rapport, effectivement, au côté dogmatique et idéologique. Vous avez bien compris qu'on était, effectivement, très attachés au service public et à l'offre publique de la santé. J'ai en souvenir le mémoire d'un livre, alors j'ai plus son nom, je recherchais un livre de Xavier Emmanueli,
avait mis en place le SAMU social à Paris. Et donc, quand on parlait effectivement des sans-abri tout à l'heure, effectivement, l'offre passe aussi par le logement, mais passe aussi par la santé. Et il y avait eu un travail remarquable de fait, malheureusement, qui est parti, qui s'est un petit peu parti en dilitaire. Enfin, c'était vraiment, il a été déçu puisqu'il a même démissionné de son poste à l'époque. Donc, je crois que, voilà, tout le monde a bien compris autour de la table qu'on était très attaché à l'offre de la santé publique. Et c'est pas effectivement qu'un côté, je veux dire, dogmatisme. Je pense que le service public a toute sa place aujourd'hui dans la société, et c'est comme ça qu'on touchera effectivement les milieux les plus défavorisés. Et on voit bien que l'offre effectivement de la médecine libérale ne répond pas, je veux dire, malheureusement à la population, au moins celle-ci. C'est regrettable que vous ayez pris le côté idéologique et dogmatique pour vous, parce que ça ne s'adressait pas qu'à vous, très clairement. Je pense que de ce point de vue-là, il y a autant d'idéologie et de dogmatisme d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire autant des gens qui sont pour le paiement à l'acte, etc., que de gens qui pensent qu'il y a d'autres possibilités. Moi, je ne me situe pas dans cette discussion-là. Quand je dis qu'il ne faut pas être dogmatique, c'est ni dans un sens ni dans l'autre. Et c'est très clairement la volonté de la collectivité. Alors, quand vous faisiez référence à M. Emmanueli, qui nous a fait l'honneur de venir à Cherbourg tenir une conférence en 2008 ou 2009, si mes souvenirs sont bons, et qui s'était félicité de la manière dont on appréhendait les choses, notamment pour la prise en charge de la santé des sans-abri. Je tiens à vous rappeler quand même que notre collectivité a mis à la disposition du centre hospitalier public du Cotentin un local qui est situé rue Gambetta, qui s'appelle la passerelle d'accès aux soins et qui reçoit une fois par semaine toutes les personnes sans abri. Il y a un certain nombre de médecins qui y interviennent de manière bénévole, dont d'ailleurs je fais partie, et où on voit avec une infirmière, une assistante sociale et un infirmier psychiatrique les problématiques des sans-abri, des personnes qui sont à la rue. Donc, la prise en charge aujourd'hui des personnes en grande précarité sur notre territoire est faite. Et d'ailleurs, ça a contribué effectivement, tout comme l'accueil d'urgence, à amener ces personnes vers le logement, comme vous l'indiquez, qui est vraiment une de nos priorités. Et on travaille aussi sur la question du parcours résidentiel. Et on a une vraie réflexion qui est engagée avec les bailleurs sociaux, et je pense à Daniel Le Reculé qui est présent, avec Presqu'île Habitat, sur cette question-là. Donc, vraiment, sur la question de la prise en charge des problèmes de santé des personnes en situation de précarité sur notre territoire, je crois que de ce point de vue, il y a une vraie mobilisation du service public et d'autres sur cette question-là, notamment du milieu associatif. Donc il n'y a vraiment ni dogmatisme, ni idéologie, en tout cas chez nous, et je pense qu'on est très, très, très attaché, tout comme vous, au service public, très clairement. Ok. Alors, Madame Roosevelt, vous souhaitiez... Oui, enfin moi, du coup, je vais rejoindre Monsieur Bastien. Je voulais juste préciser. Donc moi, j'ai travaillé en tant qu'infirmière dans le public et dans le privé, donc je connais un petit peu comment ça se passe. Je crois que le problème aujourd'hui, il n'est pas de se dire il faut un centre public ou un centre libéral, pardon. Le problème principal, c'est qu'il faut aider les toubibs qui veulent venir chez nous, tout simplement. Voilà, après que ça soit gauche, droite, privé, public, le tout, c'est que les gens du Cotentin aient un accès aux soins qui soit cohérente, complète pour tout le monde. Ok. Voilà. Parfait. Alors, Madame Corpel, vous souhaitiez... Voilà, dire que ce centre de santé publique, il est porté par notre groupe, il est surtout attendu par ceux qui ont voté pour nous en mars 2014, puisqu'en fait, nous avons souvent des gens qui nous interpellent dans la rue, des amis, qui nous demandent quand ce centre de santé publique va voir le jour. En fait, pour beaucoup de personnes qui sont dans la précarité, c'est vraiment la solution qui est la meilleure pour eux. Et donc, on se battra pour ce centre de santé publique. Alors, Monsieur Jamtel ou Monsieur... C'est dans le même ordre d'idée. Non, c'est par rapport à l'intervention de Madame... j'ai pas vu votre nom, pardon. Excusez-moi. De Madame Roosevelt, excusez-moi. Oui, je vais dans son sens et je l'invite à lire l'excellent ouvrage d'Emmanuel Vigneron, qui est un géographe sanitaire, qui fait le point sur ce qu'il est nécessaire de mettre en place en termes de structures collectives permettant de dispenser des soins et de régler. Et cet ouvrage donc de Monsieur Vigneron fait un état des lieux de ce qu'il serait intéressant de mettre en œuvre dans les prochaines années pour répondre à cette question de l'offre de soins. Et effectivement, il fait tout un historique de ce qu'ont été les centres de santé municipaux
qui sont un outil qui existe depuis très longtemps, sauf que c'est un outil qui a dans l'imagerie populaire, et c'est pas péjoratif, hein, qui a une mauvaise image parce que ça fait penser aux dispensaires. C'était les dispensaires. Sauf que, en réalité, les centres de santé municipaux, c'est pas ça s'adresse à tout le monde, à tout public. C'est pas simplement pour. Voilà, c'est comme il y a la même possibilité dans les centres de santé municipaux de faire des visites à l'extérieur, de faire, le même cadre que pour la médecine libérale, mais le lien avec la collectivité est plus fort parce que c'est contractualisé en termes de politique de santé. Donc ça, c'est une chose. Il y a le travail collectif, il y a le dossier du patient unique qui permet de réduire les coûts parce qu'il y a eu des études de fait sur les centres de santé municipaux. Il y a plus de visites, mais il y a moins de remèdes, enfin c'est pas le bon terme, les remèdes c'est un très vieux terme, mais il y a moins de remèdes de prescrits. Donc, au final, le coût global pour la collectivité a plutôt tendance à être réduit dans ce genre de structure par rapport à un recours peut-être moins important que, alors je ne sais plus le nom de l'étude, il l'avait cité, le président de la Fédération des centres nationaux de santé. Donc moi je crois que sans rentrer c'est un sujet sur lequel, au fur et à mesure où les éléments d'information sont connus, sont partagés, sont discutés, ce cadre du centre de santé municipal, c'est comme le vin, c'est-à-dire il gagne, plus les années passent, plus ça gagne en valeur. C'est-à-dire que plus les gens connaissent cette solution-là, plus ils y reviennent. Donc c'est quelque chose qui, dans les années qui viennent, va y en avoir plusieurs dans la Manche. Le maire de Saint-Lô va recevoir Monsieur Loyer, qui est venu au comité de pilotage. Le maire de Saint-Lô, qui est un maire de droite, va le recevoir. Dans une commune de la Sarthe, un maire de droite, de la même manière, a mis en place un centre de santé municipal. Donc oui, ça deviendra un outil transversal gauche-droite. Bon, il se trouve que c'est un groupe de gauche qui l'aura proposé ici, mais dont acte. Okay. Hein. Monsieur Poitvin. Oui, du coup, je vais passer à autre chose. On va passer au centre de santé. Voilà, on va parler un peu de sport et d'autres choses, en se penchant sur les crédits et autres subventions. Sur la piscine Nocteville, où sont les crédits d'investissement pour le rachat d'un extracteur d'air ? Parce qu'on en est à des plaintes de personnel qui se plaignent de maux de tête faute de l'absence de cet équipement. Alors j'en ai plein à la suite, donc notez et puis on fera après. Ensuite, c'est sur le football. La baisse de subventions massive à l'ASC Football nous interroge quand on sait la difficulté du club qui depuis 2 ans se bat pour ne pas déposer le bilan. La file de Cherbourg ne craint-elle pas de perdre un club aussi emblématique, un club qui joue en plus un rôle très important au niveau des jeunes ? Ensuite, sur le handball, ou handball, on dit handball, excusez-moi. Je sais, mais je ne suis pas très germaniste. Sur le handball, à la vue des résultats excellents et de l'affluence de notre superbe équipe cherbourgeoise, que projette la mairie en termes de structure d'accueil pour le public ? J'ai entendu parler d'options de tribunes qui pourraient rajouter des places et qui pourraient être louées ou achetées. Alors j'ai entendu que la location était à 35 000 et l'achat à 45 000. Si jamais c'est une option, achetez-la, clairement. Ensuite, en me penchant sur les subventions, j'ai remarqué que la subvention à Inspira Maze, qui est une association qui permet de lancer un magazine en ligne qui s'appelle Maze Magazine, qui, je le rappelle, donc c'est une association cherbourgeoise de presse en ligne, donc ça ressemble un peu aux Arocs si vous voulez, sauf que c'est écrit par des jeunes pour des jeunes. Ça ne vit que de subventions publiques puisque cette association refuse la publicité. Il y a 180 000 lecteurs mensuels, plus de 50 000 abonnés, 2 millions de pages vues mensuelles. Il faut se représenter ce que c'est sur une association qui part de Cherbourg et qui est gérée par des Cherbourgeois. Il y a 91 bénévoles rédacteurs qui dans toute la France, le rayonnement est national et j'irais même jusqu'à dire international quand on voit que l'audience touche aussi la Belgique. Et de voir que la subvention à cette association n'est que de 500 € m'interroge énormément. Je sais bien, mais ça n'empêche pas que... dans ce cas-là, je vais vous fournir leur demande aussi. Ils sont en train de songer à déménager à Rennes parce que les subventions seraient supérieures. Donc de fait, je vous interroge aussi là-dessus. Et enfin, une dernière chose, sur la MJC, le budget n'est pas en baisse et on peut en être heureux, j'oserais dire, encore heureux. Mais quand on voit l'importance de cette association auprès de la jeunesse cherbourgeoise, on peut quand même être déçu face au fait que la subvention n'augmente pas et surtout qu'elle est constante. Alors d'après les dires de la directrice que j'avais vue, que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, elle n'augmente pas depuis 10 ans. Elle est relativement constante depuis 10 ans.
Les conséquences, c'est que malheureusement, il n'y a pas tellement de renouvellement de matériel. Et je vous invite à venir demain soir au concert qui est à la MJC et de voir combien, dans les matériels qui sont employés, sont apportés par les musiciens eux-mêmes et ne peuvent pas être fournis par la MJC faute de moyens. Et enfin, ça marque quand même un certain manque de volonté. Okay. Voilà. Okay. Je vais laisser la parole peut-être à M. Tison pour apporter un certain nombre d'éléments sur les subventions aux associations sportives. Je peux dire, bon, par rapport à l'ASC Foot, c'est vrai que l'ASC Foot était, comment dirais-je, avait une subvention de 300 000 € l'année dernière et de 200 000 cette année. Alors, dont 50 000 en subvention complémentaire. Voilà, tout à fait. Alors pourquoi ? Parce que nos subventions, elles sont accordées, je veux dire, en fonction des résultats du club et de son niveau d'évolution et dans nos critères, et ça a été vu avec l'association, et même je peux vous dire très clairement que selon nos critères, il serait même largement en dessous, il serait de l'ordre de 150 000 €, donc on les a rencontrés, on a discuté avec eux, on a trouvé un compromis. C'est le président de la fédération de Cherbourg qui est venu nous rencontrer pour nous parler de cette situation. Lui-même s'alerte. On est, comment dirais-je, en discussion avec eux, on les a rencontrés et on a trouvé, je dirais, un point d'équilibre. Oui, tout à fait. Bon, je vais parler un petit peu, on va commencer par l'ASC Foot, puisqu'on parle de la subvention. Effectivement, ils touchaient 300 000 €, mais c'est 300 000 € quand ils étaient en CFA. CFA, 4e niveau national. Ils sont redescendus en DH, 1er niveau régional. Donc, les subventions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure lors des conventions d'objectifs, je l'ai expliqué, c'est la vie du club et des placements, c'est aussi le niveau de pratique, c'est les manifestations et projets, mais il y a aussi la mesure d'accompagnement. Quand on décide de faire une mesure d'accompagnement, c'est-à-dire ce n'est pas pénaliser le club financièrement, trop pénaliser le club financièrement quand il descend de niveau. Effectivement, on ne rencontre pas souvent une chute d'un club sportif de ce niveau national jusqu'au niveau régional. D'habitude, un club sportif, comme il y a eu déjà l'ASC Basket, qui est descendu de National 2 en National 3. On a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a accompagné le club pour la première année, parce qu'on ne veut pas sanctionner le club financièrement quand ils descendent. C'est déjà très difficile sportivement de descendre, parce qu'il faut motiver les joueurs, il faut tout ça. On peut perdre des joueurs quand on perd de niveau. Si on les pénalise financièrement, c'est la mort du club. Non, justement. Il faut savoir une chose, c'est que, j'en parlais tout à l'heure, le maire en a parlé, on a rencontré le club, c'est pour ça qu'on l'accompagne quand même. 200 000 € de subvention, c'est la subvention de la JSC Handball qui est en 2e niveau national. Il faut relativiser les choses. L'ASC Basket qui est en National 2, non, moi je suis comparable, c'est les critères pour tout sport. Il n'y a pas de favoritisme pour un sport ou un autre. L'ASC Basket qui est en National 2, qui est au 4e niveau national, a 140 000 € de subvention. L'ASC Foot, s'ils étaient vraiment à ce niveau de DH, ce serait 120 000 € maximum. On les accompagne. Ce qui est tout à fait normal à 200 000 € pour éviter la baisse. La ville n'a pas à intervenir quand un club est en difficulté à ce niveau-là. Ce n'est pas à nous de payer les déficits d'un club. On l'accompagne parce qu'il y a des jeunes, il y a des encadrants, donc on ne veut pas non plus pénaliser complètement le club. Voilà. Il faut quand même le dire, parce que si on commence à faire 200 000 € pour l'ASC Foot, après l'ASC Basket va venir, ils vont demander 200 000, même plus, puisqu'ils évoluent encore plus haut. Donc il ne faut pas favoriser un sport par rapport à un autre. Ils ont des difficultés, on les accompagne. Il y a aussi toutes les aides par rapport à la mise à disposition des équipements, qui sont très importants. Donc je pense que là-dessus, on a fait le nécessaire avec la ville. Okay. Par rapport à la piscine, l'extracteur d'air et tout ça, il faut savoir une chose, ça existe, cet extracteur d'air n'existe plus depuis longtemps, ne marche plus depuis longtemps. Le problème qu'il y avait à la piscine de la Butte, c'était le déchloraminateur qui avait un problème qu'on a remplacé. C'était une lampe pour déchloraminer, c'est les chloramines, on sait comment ça fonctionne au niveau des piscines, c'est effectivement les gens qui ne prennent pas leur douche, tout ça, donc la sueur qui se dégage au-dessus de l'eau. On l'a remplacé, depuis, on est revenu dans des normes acceptables, sans problème, à ce niveau-là, au niveau de la piscine de la Butte. Donc là, on a résolu. La piscine de la Butte, comme vous avez vu tout à l'heure sur les budgets au niveau des sports, il est prévu 70 000 € d'études pour la rénovation de la piscine de la Butte, ça j'en ai déjà parlé. Entre autres, effectivement, il faudra revoir l'extraction d'air.
Vous avez parlé de la JSC Handball. Il y avait une question, je fais comme Frédéric Bastian, qui était posée par rapport au groupe de l'opposition sur la salle, vous l'avez appelée multifonction, nous on l'appelle multi-activité. C'est comme vous voulez. Moi, je veux bien parler de ce dossier parce que c'est un dossier global par rapport entre la salle omnisport et la salle multi-activité. Il faut savoir une chose, c'est que le complexe sportif, ce n'est qu'un seul bâtiment. Ce n'est pas 2 bâtiments, c'est un seul bâtiment qui peut recevoir jusqu'à 3000 personnes. Donc, on est sur un équipement recevant du public de niveau 1. Il y a 5 niveaux en France. Le niveau 1, c'est le maximum. Donc, avec énormément de contraintes. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette rénovation de ce complexe sportif avec un cabinet et qu'on a fait aussi des études sur les fluides. Tout ce qu'on appelle fluide, c'est électricité, chauffage, eau sanitaire. Études aussi sur les charpentes. Études aussi sur la tenue au sol. Il faut savoir une chose, c'est que maintenant, on est assujetti depuis une nouvelle loi, depuis 2010, sur la tenue au séisme. Heureusement, on est une zone faible, c'est-à-dire zone 2, il y en a 5 niveaux en France. Donc, qui prouve une chose, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur le complexe. Savoir si ça valait le coup ou pas de rénover ce complexe sportif. On est à la fin de toutes ces études. On a eu des réunions, donc maintenant on peut dire une chose, c'est qu'on va pouvoir agrandir cette salle de sport, mais bien sûr ça va nécessiter des travaux, ça ne va pas être simple non plus. On va pouvoir faire cette salle multi-activité qui va être lancée dans une 2e phase. Cette salle multi-activité sera la grandeur d'un terrain de handball, mais qui pourra servir aussi pour donc, du sport, effectivement, parce que la grandeur d'un terrain de handball nous permet de faire tous les sports en salle. Basket, volley, tennis, roller hockey, futsal, c'est les mêmes dimensions, même un peu plus petites pour les autres sports. Mais aussi toute activité non sportive, genre salon des mariages, le Noël du casque, le Noël de la solidarité. Quand il y a des concerts l'été, s'il fait mauvais, ils pourront se rapatrier sur cette salle multi-activité. Voilà, ça pourra servir à tout le monde. Ça pourra servir aussi pour les scolaires quand elle ne sera pas utilisée. Ça fera une salle de sport supplémentaire. On pourra avoir de la pratique sportive en intérieur. Donc voilà, ça c'est une 2e phase. Et en 3e phase, 4e, on arrivera bien sûr au projet global. Ce qu'on a proposé avec le maire, c'est qu'on vous fera une présentation, effectivement, en conseil municipal, quand on aura prévu le projet global du complexe Chantraine. Pourquoi je vous dis ça au projet global? Parce qu'on est obligé de présenter ce projet à la préfecture, aux SDIS, les pompiers, pour qu'ils puissent accepter le phasage des travaux pour arriver au projet global. Parce qu'on est toujours en problème d'accueil de public. Voilà, donc c'est juste pour compléter, hein, donc on va bien déplacer la cloison et être en capacité d'augmenter la salle pour permettre donc à la JS de pouvoir accueillir du public supplémentaire. Mais ce que je voudrais dire ici de façon officielle, c'est que déplacer une cloison, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut la dimensionner techniquement, il faut faire des études géotechniques qui valident le fait que les fondations de la cloison se fassent dans de bonnes conditions et puissent supporter la charge de cette cloison. Il faut un dossier de sécurité, il faut lancer des appels d'offres, etc., etc. Donc ça demande du temps. Donc notre objectif, c'est que pour la rentrée de septembre, on puisse, dans les meilleures conditions, donc offrir une capacité supplémentaire et puis bien évidemment, mettre en place des tribunes complémentaires. Tout à fait. Et surtout, notre objectif, c'est que tout investissement qu'on ferait actuellement, ce serait un investissement qui servira pour le projet global. Voilà, tout à fait. Donc voilà. On ne bricole pas, on ne fait pas du provisoire, on ne fait pas du provisoire, on s'intègre dans une refonte globale du complexe Chantraine. En parlant tout à l'heure des tribunes de location ou d'achat, on préfère effectivement bien réfléchir, bien travailler pour acheter du définitif qui servira au global. Monsieur Cuny. Oui, monsieur Tison, juste deux questions. La présentation dont vous parlez en conseil municipal, vous l'envisagez à quelle échéance? Rapidement. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être. Non, mais je veux dire, je vous dis, non, mais si on est prêt au prochain conseil, on le fera. Parce que d'accord. Début février. Non, il sera sans doute début mars. Ah bon, d'accord. Mais on aura le temps
on aura le temps donc de travailler sur un projet complet et puis en même temps de solliciter, ce qui est tout à fait normal, les subventions les plus larges. On y verra beaucoup plus clair dans le cadre des contractualisations, notamment avec la région et aussi avec le département dans le cadre du contrat de territoire. Donc on verra bien l'enveloppe financière. Et puis en plus, on sait qu'il y aura une petite bonification énergétique, donc on a aussi des crédits complémentaires à trouver. Oui, parce que quand on parle de rénovation, c'est rénovation complète, c'est-à-dire intérieur, extérieur, pour gagner en énergie. Ce qui n'empêche pas de travailler en temps masqué sur la première partie. Je veux dire, on n'attendra pas, bien évidemment, la validation du dossier complet pour faire ce qui est nécessaire de faire à l'heure actuelle. Et d'engager notamment les procédures et les études. Donc février, une présentation. Fin février, début mars. Est-ce qu'on pourra, alors c'est la deuxième question au nom du groupe, est-ce qu'on pourrait avoir un dossier préalable au conseil municipal à cette présentation? Je ne vois pas, au contraire. On peut faire une réunion de commission où il n'y a aucune difficulté. On puisse travailler de façon collective sur ce dossier. Lors de la 4e commission, on pourra apporter à ce moment-là des renseignements complémentaires, comme ça se fait à chaque commission, quand il y a des questions posées, qu'on peut les apporter aussitôt. Voilà. Monsieur Poitvin avait posé un certain nombre de questions qui concernent la délégation de Madame Thiolan, donc je voudrais... et puis après, c'est Monsieur Lagarde ou Monsieur Le Recueillet? Oui, tout d'abord une réponse à Mme Varenne tout à l'heure qui a pensé que les recettes périscolaires et restauration augmentent de 10% dans l'année 2015 dans les prévisions, et vous avez pensé que c'était une augmentation des tarifs. Pas du tout. C'est simplement parce qu'il y a plus d'enfants qui sont inscrits dans le périscolaire et à la restauration. C'est donc un effet mécanique, avec une augmentation certes, mais tout à fait limitée, bien sûr. On ne va pas augmenter de 10% les tarifs du périscolaire et de la restauration. Ce serait pas du tout accepté et de façon tout à fait légitime, mais on n'en a jamais eu l'intention. Pour ce qui concerne l'association Inspiramas, qu'on connaît très bien, Monsieur Hugo, puisqu'on a participé à sa création même. Pardon, Monsieur Poitvin, vous n'allez pas nous apprendre qui est cette association. On la connaît depuis l'origine, depuis le début. On les accompagne depuis le début. On les a poussés, encouragés. On est très heureux et on s'enorgueillit de la réussite de cette association, mais ne venez pas nous faire la leçon en nous disant que nous ne donnons pas assez. Ils ne nous ont pas dit qu'ils avaient des moyens, ou plutôt des besoins complémentaires. On ne peut pas leur apporter des moyens s'ils ne nous expliquent pas qu'ils ont de nouveaux besoins, d'une part. D'autre part, à chaque fois qu'ils ont eu un besoin en matériel, en subvention, en communication, on a répondu présent. Et c'est une des associations dont on est en effet le plus fier sur le territoire. Pour ce qui concerne la MJC, vous voyez dans quelles contraintes nous sommes à la ville de Cherbourg. Nous exigeons de l'ensemble de nos salariés, évidemment, énormément d'efforts. Nous apportons à la MJC, vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, 266 170 € de subventions directes, 14 400 € pour les emplois tremplins. Je n'ai pas parlé des 50 000 € qui sont versés au FONGEP pour d'autres postes, les locaux rue de l'Abbaye, les locaux de la Brèche du Bois, plus des frais d'entretien, puisque nos personnels d'entretien interviennent sur ces locaux. C'est une aide tout à fait considérable et il est absolument légitime de comprendre que nous faisons, nous, une maîtrise de notre masse salariale depuis des années parce que nous ne pouvons pas faire autrement pour arriver à l'équilibre et nous demandons la même chose à nos associations. On ne baisse pas leurs subventions, mais on est obligé, évidemment, de maintenir à l'identique ces subventions qui permettent néanmoins de mener énormément d'activités et la MJC c'est l'équivalent de c'est quasiment 11 ETP, donc il y a vraiment énormément d'actions qui sont menées et là aussi nous partageons les projets, nous y sommes très souvent, nous travaillons en très bonne intelligence avec la MJC et ça continuera à être le cas demain. Parfait. Alors, sur cette thématique, non ? Bon, juste, oui, parce qu'on va peut-être clore et passer ensuite au vote du budget. Donc, mais je vais donner la parole à Monsieur Lagarde, qui ne s'inquiète pas. Attendez, Jean Lagarde. Voilà. De le faire et c'est le gouvernement qui nationalement décide de le faire. Enfin, je veux dire, vous assumez les conséquences, pas forcément besoin de dire. Je trouve que le raisonnement, on demande un effort, oui, dans ce cas-là, assumez l'effort et ne pas dire que ça marche très bien non plus. Si vous demandez cet effort-là, qu'un effort austéritaire au niveau de la municipalité, il faut en assumer les conséquences. Les conséquences, c'est qu'un budget qui mériterait d'augmenter, il n'est pas augmenté.
Ben non, on l'assume, hein, je veux dire, ça fait partie de nos choix politiques. Pour notre masse salariale aussi, on l'assume. Voilà. On aimerait faire autrement. Alors, monsieur Lagarde. Oui. Donc, moi, je voudrais simplement intervenir sur le budget. Je vois que les choses qui sont racontées, les questions, les interrogations qu'on entend ici, auraient très bien pu être débattues largement dans les commissions. C'est bien de les poser, c'est bien qu'il y ait des réponses, mais je trouve qu'il y a du travail. Enfin, c'est l'expérience qui me fait parler de vieux sages. Qu'il y a des questions qui méritent d'être posées en commission de façon à alimenter justement nos réflexions et pouvoir avoir en plus en conseil des réponses un peu plus précises, concises, etc. Donc voilà, je pense que les questions qui sont posées sont en partie, devraient être posées en commission. Les questions devraient être posées en commission. Moi, j'ai assisté à des commissions, il n'y a pas de questions. Non, mais bon, c'est ma façon de voir. Je dis pas qu'il faut pas. Je dis pas qu'il faut que vous ne disiez rien. Je dis qu'en commission, il y a des questions qui méritent d'être posées, des questions que vous avez posées là, et qui auraient pu aussi avoir les réponses pendant la séance du conseil municipal. On va pas faire du formalisme continuer. Parce que sinon, voilà. Mais voilà, donc je pense que ça pollue un peu les choses. Moi, je voudrais simplement dire, par rapport au budget, les conclusions qui ont été apportées et qui étaient affichées au tableau, mais forcément qui ont dû être éteintes, sûrement qu'il n'y a pas assez d'électricité dans les engins. Je m'aperçois que sur les conclusions, on parle beaucoup des efforts par rapport aux dépenses, en disant, voilà, il va y avoir moins de subventions. À ce sujet, d'ailleurs, c'est pas moins d'1 million de subventions, parce qu'en réalité, les baisses de ressources concernant les dotations et la fiscalité sont de l'ordre de 250 000 euros, et pas 1 million, etc. C'est pareil que de dire 25% d'investissement sur un budget, bon, c'est bien de le dire, mais enfin, je dirais c'est quasiment impossible à réaliser. Non, moi, mon intervention, elle porte plutôt sur aller chercher des ressources. Parler de faire attention aux dépenses, de réduire les dépenses, c'est une bonne chose. Il faut faire une gestion sérieuse, ça me semble élémentaire. Mais ce qui manque quand même dans ces conclusions, c'est de dire qu'il faut aller chercher des ressources. On ne parle pas assez des ressources. Et je pense qu'il y a des niches qu'on peut exploiter, de l'argent qu'on peut trouver pour pouvoir justement participer à améliorer notre budget. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok. On va avancer, monsieur Le Jamtel, et puis madame Corpel. Vas-y. Non ? On voudrait quand même dire que le budget, on ne l'a jamais en commission. Moi, je suis à la commission 4, on ne présente pas le budget à la commission 4. Je pense que commission 2 et 3, c'est la même chose. Et que le conseil municipal, non, c'est la même chose qu'en 2 et 3. Et que le conseil municipal est là, est un endroit où on peut débattre entre nous. Donc, si on est simplement là pour voter sans débattre, c'est un peu gênant. Alors, je voudrais quand même préciser, parce qu'on n'a pas encore tout à fait fini, c'est qu'on dénonce la baisse sur le budget de la culture, qui est de plus de 20%, parce qu'on sait, certains sont félicités de l'investissement, mais il est en baisse, et on voudrait quand même bien mettre en évidence aussi la baisse sur le conservatoire de 25% quand même. Voilà. Ok. Alors, qui demande la parole là ? Bon, alors, monsieur Cuny. Oui, juste pour rebondir sur ce que vient de dire madame Corpel, le conseil municipal, que ça vous plaise, monsieur Lagarde, ou pas, c'est un lieu d'échange et de débat. Donc, on posera les questions qu'on souhaite poser, et je rejoins ce qui a été dit par le groupe Front de Gauche, et voilà. Bon, bah, écoutez, voilà. Qui... Non. Pour répondre, pour aller dans le sens de monsieur Lagarde, moi je pense que oui, il y a des recherches de recettes à faire, et j'ai fait le calcul des études de cabinet privé. On en a pour qui est prévu 260 000 euros. Peut-être que là, on pourrait faire des économies en ne pas prenant des cabinets privés pour toute étude qu'il y a à faire. Quand on peut faire des études en interne, on le fait, notamment toutes nos études d'organisation, parce qu'on s'est rendu compte que c'est une compétence qu'on pouvait avoir et au niveau de la collectivité et qu'elle correspondait à un réel besoin. Par contre, quand on a des études très techniques, je parle notamment sur les fondations
de la future cloison de Chantraine, ça, je veux dire, en interne, on n'a malheureusement pas la possibilité de le faire. Donc on essaye quand même, et vous voyez, d'ailleurs, on nous fait le reproche tout à l'heure d'avoir une masse salariale extrêmement importante, parce que dès que nous pouvons faire des choses de par nous-mêmes et que ce soit le service public qui réponde, nous le faisons. Monsieur Le Jamtel, et puis après je dirai un mot pour répondre quand même à Monsieur Marguerite qui est parti, mais je dirai quand même quelques mots. Oui, toujours dans l'analyse du texte. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de contenu, Monsieur Lagarde, hein, sur tout ce qui se dit depuis tout à l'heure. Hein. Quand vous regarderez la vidéo du conseil municipal, vous verrez qu'il y a du contenu. Hein. On les a pas, ces documents-là. Bon, non. Bon. C'est bon? Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Je n'ai pas pris la parole simplement pour dire à Monsieur Lagarde qu'il y avait du contenu, parce que sinon je vous attends. Je pourrais dire que je suis dans le formalisme. Je vous attends. Mais je veux dire, il y a eu du contenu. La preuve, il y a eu un débat sur le centre de santé municipal, il y a eu un débat sur la salle de handball, il y a eu un... Bon, je suis pas journaliste, mais je crois que si j'étais journaliste, je saurais faire un article ce soir. Quoi, et c'est pas fini parce que c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il y a des questions diverses que nous n'avons pas encore abordées. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis surpris au niveau des investissements qu'il n'y ait pas plus d'investissements en lien avec la citoyenneté. Parce que les conseils citoyens qui vont monter en puissance dans l'année 2015 mériteraient une place plus importante. Bon, il y a eu un projet qui a été donné par M. Marguerite tout à l'heure, un projet d'investissement. Nous en mettons un dans le débat, c'est celui de réfléchir à une maison du peuple. Et oui, la maison du peuple, je n'ai pas dit la Casa del Popolo, j'aurais pu le dire en espagnol, mais c'est pas... Non, mais... C'est du sérieux, hein. C'est-à-dire que la démocratie participative... Non, je suis très sérieux, c'est-à-dire que les conseils citoyens sont quand même des endroits dans lesquels des habitants vont être conduits à délibérer, à réfléchir, à poser des diagnostics. On espère que c'est un dispositif qui perdurera. Donc, pourquoi ne pas réfléchir à un lieu? Et je suis surpris qu'il n'y ait pas de financement prévu. Et très honnêtement, il nous reste, le groupe, en travers de la gorge, le fait que sur le conseil citoyen, le premier acte qui était fait, c'est de dépenser 55 000 € pour faire appel à un cabinet qui fasse, qui vienne nous expliquer dans les conseils citoyens comment distribuer la parole. Ben oui, mais c'est le cas, Monsieur Fagnan, je peux refaire la démonstration. Donc, sur ce sujet des conseils citoyens, c'est quand même très étrange que sur un élément de démocratie, le premier acte, ce soit de faire appel à un cabinet privé pour expliquer comment mettre en œuvre la démocratie. Donc c'est une proposition, travailler sur une maison du peuple pour que les conseils citoyens trouvent toute la place qu'ils méritent. Deuxième point, toujours sur les conseils citoyens, alors là c'est sur les conseils de quartier. Toujours dans la démocratie participative, est-ce que le moment n'est pas venu quand même de franchir un cap au niveau des budgets participatifs? Parce que d'une certaine manière, puisque c'est un budget d'austérité, ça n'aurait pas été inutile d'associer davantage encore les habitants de manière à être encore plus précis dans les choix qui ont été faits. Et les budgets participatifs, on trouve que les choses sont au point mort, parce que dans les conseils de quartier, c'est 2 000 € qui sont attribués à la libre autonomie du conseil de quartier. Reconnaissez quand même que c'est assez sommaire ou c'est assez modeste plutôt comme capacité de faire des choix sur des choses structurantes, quoi. Donc ça, c'était le point aussi sur lequel nous voulions intervenir. Et personne ne l'a dit de la gauche debout, mais nous allons voter contre ce budget. C'est une surprise, Monsieur Houlgat. Non, j'espère pas du que tout. Vous n'êtes pas bouleversé. Pas du tout. Ah non. Voilà. Oui, pardon. De manière très rapide sur la démocratie participative, on a déjà eu le débat sur les conseils citoyens, vous l'avez eu en conseil communautaire puisque c'est une compétence qui relève de la communauté urbaine. Sur les budgets participatifs, et nous avons eu l'occasion d'échanger tous les deux, Monsieur Le Jamtel, à ce sujet-là, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'espère que nous pourrons le mettre en œuvre au cours de ce mandat.
Mais gardons à l'esprit que le temps des conseils de quartier, le temps citoyen n'est pas le même que le temps politique. Si nous regardons quelques mois en arrière, les conseils de quartier, suite à l'Assemblée générale du mois de juin, ont repris au mois de septembre. Et jusqu'à maintenant, 2 séances seulement se sont tenues. Donc, avant de mettre en place les budgets participatifs, qui est un outil qui, à mon avis, peut redonner du sens à la citoyenneté à Cherbourg-Octeville, il faut au préalable étudier ces possibilités-là avec les habitants et refonder d'une certaine manière notre démarche de démocratie participative. Et ça passe par, j'allais dire une étude, mais je ne dois pas faire peur à Madame Le Barbanchon, mais c'est une étude que nous pourrons mener en interne, mais sur les besoins des habitants, sur les conseils de quartier en matière de démocratie participative, qui va bien au-delà des seuls conseils de quartier. Donc nous aurons l'occasion à voir, et je pense que nous pourrons engager cette réflexion-là mi-2015, à savoir quel sens donner à la citoyenneté à Cherbourg-Octeville en intégrant de nouveaux dispositifs comme les budgets participatifs. Je suis surpris de constater, parce que sur les budgets participatifs, un calendrier là est formulé, et c'est bien, mais j'ai lu page 100 que le budget avait été présenté à l'ensemble des conseils de quartier en 2010. Alors, pourquoi il avait été présenté en 2010 et pourquoi il ne l'est plus depuis, c'est peut-être regrettable. Ou alors c'était un budget pléthorique et il était tellement pléthorique qu'il fallait à tout prix que les conseils de quartier puissent réfléchir dessus. Chaque année, il y a une réunion bilan des conseils de quartier et il y a une présentation, parce que le fonds participatif, il est géré par un habitant, par une association. Hein. Donc il y a le bilan chaque année qui est fait de l'utilisation du fonds participatif. Alors, non, je ne parle pas du fonds participatif, le budget. Du budget non, municipal. Le budget de la commune. Le budget, oui. Enfin bon. Et dernier point, et ce sera vraiment le dernier, 360 000 € sont prévus pour le jardin Favier, page 93. C'est derrière chez moi, donc ça fait longtemps que je le vois, le parc Favier. Je trouve qu'il est très beau. Je l'ai même visité. Il est vraiment bien. Je le conseille, mais il faut le sécuriser quand même. Alors, qu'est-ce qui est prévu par rapport à la gestion de ce parc ? Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de mener des opérations qui associeraient des jeunes, des chômeurs, des écoliers, des lycéens ? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que ce parc soit transformé en un lieu commun que les habitants puissent s'approprier? Et donc sur ce sujet du parc Favier, des démarches participatives sont probablement à réfléchir, puisque la ville est quand même contributeur à 360 000 €, c'est quand même pas une paille, quoi. Voilà. Oui, sur la présentation du budget municipal aux différents conseils de quartier, M. Vivier s'était proposé de le faire, et je l'en remercie, et je pense que nous le ferons, parce que c'est une nécessité dans une démarche de transparence, tout simplement. Les débats que nous avons ce soir, il est tout à fait légitime que les conseillers de quartier puissent en avoir connaissance et connaître les orientations budgétaires de leur commune. Donc nous le ferons pour 2015. Voilà. Sur les jardins du docteur Favier, justement, c'est un projet que nous souhaitons voir aboutir en 2015. Et si nous avons, nous, inscrit donc, une somme budgétaire, c'est bien pour accompagner ce projet et faire en sorte que, vous savez qu'à l'heure actuelle, les jardins du docteur Favier donc, sont propriété du Conservatoire du Littoral, et de faire en sorte que dans le cadre d'une convention qui lie à la fois le Conservatoire du Littoral, qui lie la ville, qui lie une association qui serait une association gestionnaire du site, nous puissions définir et élaborer un projet. Donc les choses avancent et elles seront finalisées en 2015. Et nous sommes tout à fait conscients que ce jardin, il représente à la fois un intérêt patrimonial, mais pas uniquement ça. Il est aussi inséré dans un quartier, il doit s'ouvrir sur le quartier et on a, je pense, là-dessus un très beau projet à construire. Et je salue d'ailleurs les responsables de l'association qui sont dans la salle et qui nous accompagnent dans cette démarche. Je voudrais peut-être répondre, alors c'est parce qu'il va falloir un peu qu'on vote ce budget quand même. D'une certaine façon, je n'oublie pas qu'on a des questions diverses aussi à répondre, mais on en a déjà répondu à quelques-unes, donc ça va nous simplifier la tâche. J'ai quelques pouvoirs, donc oui, M. Marguerite donne pouvoir à M. Sauter, M. Fabrice Huette donne pouvoir à Mme Roosevelt, Madame Françoise Hamon donne pouvoir à Madame Catherine Huette, et puis Frédéric Bastien donne les pouvoirs à Michel Louiset. L'avantage, mais c'est embêtant, M. Marguerite n'est pas là, donc je ne pourrais pas lui répondre directement. L'avantage de M. Marguerite, c'est qu'il me fait rajeunir d'un an, puisqu'on est à chaque fois toujours dans les débats de la campagne municipale, donc il faut savoir les dépasser d'une certaine façon. On n'est plus en campagne. Alors je sais qu'il y en a certains qui sont toujours en campagne, mais ce n'est pas mon cas. Moi je suis dans l'action
Et à ce titre, donc, je voudrais apporter quelques petits éléments de réponse quand même. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de différence de 7 millions d'euros entre les budgets 2014 et 2015. Les budgets sont à peu près les mêmes. Alors sur l'investissement, je crois que si on veut vraiment avoir des éléments de comparaison, il faut regarder de compte administratif à compte administratif. Pourquoi? Parce qu'il y a des années où nous inscrivons beaucoup de dépenses d'investissement parce qu'il y a des grosses opérations et nous dit, ben voilà, on va inscrire la totalité de la dépense. Le Casar, c'était, je ne sais plus, c'est 9 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc à partir du moment où on inscrit 9 millions d'euros, ben, ça fait un budget d'investissement, mais la réalisation du budget, elle ne se constate qu'au compte administratif qu'on va voter au mois de juin prochain, puisque c'est avant le 30 juin que doit être voté le compte administratif. En ce qui concerne le budget, bien, on a un budget qui est équilibré. Certes, il est contraint. On enregistre, on l'a dit, dans les orientations budgétaires, on a une baisse des dotations, mais cette baisse des dotations, donc on arrive, et ce qui est très très bien, parce qu'on a un fonctionnement qui est très contraint. Alors, c'est vrai, on a des dépenses peut-être de personnel qui sont peut-être plus élevées que par rapport à certaines strates, mais ça, c'était une volonté politique, que dans le service public, nous puissions assumer le maximum de missions. Et ça, on ne peut que s'en féliciter, et je crois que c'est notre marque de fabrique, parce qu'on a des compétences internes, et que ces compétences internes, on souhaite les valoriser. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les temps d'activité périscolaire, où on a intégré dans le giron de la collectivité eh bien, des agents qui sont des agents permanents et qui vont se consacrer à cette tâche. Et c'est une compétence que va s'octroyer la ville de Cherbourg-Octeville et on ne peut bien évidemment qu'en être fier. En ce qui concerne la maison des associations, donc ça aussi c'était un débat de municipal, mais cette maison des associations, pour moi, c'était une fausse bonne idée. Nous, on a trouvé d'autres solutions, de faire en sorte que les associations, et on l'a vu, on a passé des conventions, elles puissent être hébergées, notamment dans des bâtiments, dans des locaux municipaux qui sont vacants, et je pense que c'est un principe aussi de bonne gestion. Et on a, je ne sais plus combien d'associations sur la commune, mais s'il fallait créer une association, 600 associations, s'il fallait créer une maison des associations qui regroupe tout le monde, on ne sait pas trop. Par contre, on a un point associatif, on accompagne les associations, nous, notamment dans leur événementiel, dans leur communication, et peut-être qu'on ira plus loin, et je parle sous le contrôle d'Anna, on ira plus loin en leur donnant du conseil. On a parlé du dispositif local d'accompagnement, et les associations sont de plus en plus friandes d'informations sur ce sujet. Donc ensuite, Monsieur Marguerite, on aura l'occasion d'en redébattre. On en a déjà débattu, ça fait 1 an qu'on en débat, mais le projet qui a été son projet municipal au niveau financier, c'est mon opinion, c'est l'opinion de la majorité ici présente, il n'est pas crédible. On ne peut pas d'un côté dire on va diminuer les recettes fiscale de 10% et de l'autre côté, d'une certaine façon, augmenter les dépenses d'investissement, ou alors il faut contraindre les dépenses de fonctionnement, mais j'ai toujours pas la réponse à la question qui a été posée au municipal, à savoir sur quelles dépenses de fonctionnement on agit pour pouvoir réduire ces dépenses et consacrer à la fois absorber la baisse des dotations, absorber la baisse de la fiscalité et puis maintenir un niveau d'investissement qui est le niveau d'investissement souhaité. Voilà ce que je voulais répondre. La question plus particulière du carnaval. Vous savez qu'on passe des conventions avec des associations, donc à un moment donné, on doit faire des bilans. Et on doit faire des bilans, et c'est vrai que le carnaval a été, il y a une quinzaine d'années, un véritable rendez-vous festif, et qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a un problème. Le carnaval, qui est un carnaval qui se veut communautaire, le carnaval de la communauté urbaine de Cherbourg, eh bien, il n'arrive pas à la fois à drainer du public en nombre suffisant, et il n'arrive pas à fédérer, les commerçants, il n'arrive pas à rassembler des étudiants, il a du mal à attirer le grand public. Il y a une chose qui fonctionne très bien, et ça continuera à fonctionner à l'avenir, c'est ce que réalise la maison Olympe de Gouges, c'est à savoir donc un carnaval sur les écoles d'Octeville, un carnaval qui est un carnaval, je dirais, qui rassemble les enfants. On a eu aussi avec cette association des difficultés de fonctionnement, donc nous ce qu'on fait, on n'est pas contre le carnaval, on n'est pas contre le principe d'un carnaval. Ce qu'on souhaite, c'est s'il y a un projet qui doit rebondir, et on s'est donné l'année 2015 pour temporiser, donc on a reçu l'association et on lui a dit clairement, on lui a écrit qu'il n'y aurait pas de subvention municipale pour l'année 2015. On est prêt à mettre à profit cette année 2015 pour ceux qui ont des velléités d'organiser un carnaval, qui soit un carnaval fédérateur, notamment en lien avec les commerçants, et bien que ceux, je dirais,
qui se mettent dans cette dynamique, eh bien, viennent nous trouver et ensemble, on pourra faire quelque chose. Sur l'année 2015, le budget, une partie du budget qui était consacré au carnaval, on va le réinjecter sur la Sainte-Échelle, parce que là aussi, on avait des difficultés, on se rendait compte que la Sainte-Échelle était en train de perdre de sa vitalité, de son dynamisme, et à ce titre, on a souhaité, nous, politiquement, pouvoir faire en sorte que cette Sainte-Échelle, pour 2014, comme ce fut le cas donc, cette année, mais aussi pour l'année prochaine, puisse avoir des animations qui soient des animations complémentaires. Voilà ce que je voulais simplement dire en conclusion, avant de mettre peut-être le... Monsieur Sauter, vous vouliez... Madame Corpel, mais Monsieur Sauter. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Je ne vais pas répondre à la place de David Marguerite, mais je vais simplement vous répondre en 3 points sur ce que vous avez pu dire. Premièrement, je ne peux pas vous laisser dire ça. Lorsque vous dites qu'on est toujours en campagne et que vous êtes dans l'action, ça veut dire que nous, on est dans l'inaction. Je ne sais pas ce que vous entendez là, par là, mais il me semble, Monsieur Houllegatte, que vous avez demandé l'investiture du Parti Socialiste pour les élections cantonales, que vous n'êtes pas le candidat au cantonal dans le canton Ouest. Vous nous l'avez dit, Monsieur Houllegatte, que vous avez sollicité l'investiture. Donc vous aussi, vous auriez pu être en campagne, donc c'est pas parce qu'on va à la rencontre des Cherbourgeois octevillés qu'on est en campagne. Le deuxième point, M. Houllegatte, sur la maison des associations, on n'a jamais dit le contraire, et pour le coup, je vous rejoins et je suis d'accord avec vous, c'est que nous ne demandions pas la création d'un nouveau bâtiment, mais justement, on réfléchissait à l'exploitation d'un ancien local municipal. Troisièmement, vous dites que notre budget n'est pas crédible. Et ben moi, je vais vous dire tout simplement que nos propositions tournaient autour de la baisse des impôts. Et lorsqu'on baisse les impôts, on fait revenir des personnes et du moins on évite que la population fuit, comme c'est le cas actuellement. Le deuxième axe de financement de notre projet était celui de la renégociation de nos emprunts. On en a parlé tout à l'heure, il y a des marges de manœuvre. Puisque la moyenne est à 2,7%, on pourrait faire mieux. Troisièmement, c'est l'arrêt des dépenses incontrôlées comme le coloriage des rues piétonnes et la passerelle. Et éviter des dépenses comme celle-ci permettrait de financer des investissements stratégiques. On l'a dit, c'est des dépenses qui ont été... Bon, on va pas refaire le débat, on aura l'occasion d'en reparler d'une certaine façon, mais ces dépenses qui sont des dépenses sur la passerelle sont des dépenses d'investissement. Elles sont déjà budgétées. Donc voilà. Et en plus, on risque d'avoir une bonne nouvelle au niveau des crédits européens, mais ça, on ne peut pas en parler parce qu'il faut toujours être prudent. Madame Corpel. Voilà, nous aimerions savoir pourquoi le budget du conservatoire diminue de 25%. C'est Catherine qui va. Catherine. Je pense que tu veux parler du budget de fonctionnement du conservatoire. Oui, c'est cela. Alors, le budget de fonctionnement du conservatoire est constitué de 2 apports financiers, 20 000 € du Conseil général, puisque le conservatoire est conventionné aussi par le Conseil général, et 7 000 € par la ville de Cherbourg. Lorsque nous avons construit le budget 2015 à la culture, nous avons constaté qu'une partie des crédits de fonctionnement du conservatoire n'était pas consommée. Et donc, nous avons décidé de réduire ce budget à la hauteur de la non-consommation des crédits pour l'année 2015. Et parallèlement à cela, nous allons engager nous commençons à engager une réflexion importante sur le conservatoire, sur l'école de musique de Cherbourg. Et nous avons fortement incité son directeur à travailler de manière participative sur un projet d'établissement et un projet de service, de manière à pouvoir très très précisément cibler notre action dans les années à venir, parce que ça n'a pas été fait depuis longtemps, et je pense que ça mérite une vraie réflexion, et aussi à moyen terme de pouvoir aussi travailler en réseau sur le territoire du Nord-Cotentin avec les autres écoles de musique qui y figurent, à savoir l'école de Beaumont, l'école des Pieux et l'école de Valognes, de façon aussi à pouvoir mieux ancrer les professeurs sur le territoire. Voilà donc. On a un projet que l'on va développer sur cette école. Parce que cette mutualisation avec les 3 autres conservatoires permettrait justement de stabiliser des postes et de proposer des temps complets et de faire en sorte que des enseignants puissent se fixer sur le territoire et avoir un temps complet, ça c'est précieux, plutôt que de faire des déplacements depuis Caen ou parfois même Paris. Je propose maintenant, donc vous voyez, on a passé beaucoup de temps et c'est bien, c'est tant mieux. Moi je
n'ai pas peur du débat ni de la discussion. Au contraire, elle est toujours très fructueuse. Je propose maintenant de mettre un terme donc, à cette discussion sur le budget et de passer aux voix. Qui vote contre? Donc ça doit faire 9 et 7, 16. Et puis donc, qui s'abstient? Donc, en principe, 23 pour, voilà, avec les pouvoirs. OK. On a encore un certain nombre, donc on a terminé notre ordre du jour.